le spécialiste des phénomènes paranormaux au Québec. Les sociologues ont commencé à s'intéresser, mais qui adhère aux théories du complot? La Terre est plate, on nous gaze avec des chemtrails, le World Trade Center a été détruit par un inside job. Ce ne sont pas des imbéciles, mais ce qui les caractérise, c'est une paranoïa latente. Non, mais vraiment aller sur la Lune? Décembre 1972, dernière mission lunaire. Si on a réussi à faire ça avec une technologie des années 60, pourquoi est-ce qu'on peut capable de retourner sur la Lune aujourd'hui? L'ère moderne des ovnis a débuté en 1947. Il y a un pilote civil américain qui s'appelle Kenneth Arnold. Là, il voit deux rangées d'objets qui se déplacent à peu près 2400 km/h. 2 fois plus vite que le son. Ça se déplaçait-tu comme des avions? Non, ça se déplaçait comme des soucoupes qu'on aurait fait ricocher sur de l'eau. Alors, l'expression était née. Un pilote a vu des soucoupes volantes. Est-ce que tu as déjà travaillé sur une histoire que t'étais comme celle-là? Je suis pas capable de dire que c'est pas vrai. L'histoire de Stéphane Michalak, pour moi, c'est l'histoire qui me largue complètement. Le 20 au matin, elle s'enfonce dans la forêt. Il est clair qu'il consommait aucune substance récréative. Et à ce moment-là, il entend un bourdonnement en l'air. Il voit deux objets qui ressemblent un peu à des disques. Et l'un de ces objets va se poser tout près de lui. Là. Et puis, il y a une porte qui s'ouvre sur le côté de l'objet. Je n'ai aucun doute que Michalak a vu ce qu'il décrit avoir vu. Donc, qu'est-ce que c'était? J'en ai pas la moindre idée. Hey, welcome back sur votre podcast Number 1 Wonder World, mes petits minous. J'espère que tout le monde va bien parce qu'aujourd'hui, moi, ça va top shape parce qu'on reçoit un invité que je veux recevoir au moins depuis 2 ans. Ouais, pour de vrai, moi, je pense, Frank, c'est peut-être mon invité que j'ai le plus hâte de recevoir de l'histoire. Il y avait Mike Ward, mettons, là, que ça, c'est genre mon idole, mais moi, j'aime tellement ça, les conversations qu'on va avoir aujourd'hui. Fait que attachez votre dessus que ça va peut-être être un long épisode parce qu'on a tellement de sujets à couvrir, ça va être fascinant. Puis c'est ça, c'est... En fait, on reçoit un enquêteur du paranormal. Puis avec les histoires qu'il va nous conter, ben c'est sûr qu'il faut raconter l'histoire pour qu'on la comprenne. On peut pas trop prendre de shortcut non plus parce qu'il y a beaucoup de détails dans ces histoires. Fait qu'on va pouvoir parler de plein de sujets polarisants, autant des années 40, des années 60 à aujourd'hui. J'ai plein de sujets. Je sais pas s'il peut aborder tous les sujets, mais j'ai écouté du contenu sur lui. Il a l'air de tout savoir. C'est ça, autant ses ovnis que sur Robert Kennedy que sur... En tout cas, bref, on va pouvoir... Ce que j'aime, on va pouvoir investiguer. Puis ce que j'aime de ça, moi, c'est que, tu sais, dans le sujet du paranormal, c'est dur de trouver quelqu'un qui est crédible, là, nécessairement. Tu sais, souvent, il y a du monde qui sont bien convaincus de leur idée, puis que là, ils ont des anecdotes, puis c'est des oui-dire, puis c'est dur de vraiment trouver et où la vérité là-dedans. Mais lui, j'ai l'impression que, tu sais, il a fait ses devoirs, puis il est assez neutre dans le sujet, là. S'il a l'impression qu'il y a des UFO, il y a du paranormal, il va le dire, mais tu sais, il est pas complètement d'un bord plus que de l'autre. Genre, fait que je pense que ça va être intéressant. On a une personne qui est rationnelle là, avec nous aujourd'hui, pas juste vendue. C'est ça, puis souvent on a un spécialiste d'un sujet en particulier, mais là on dirait qu'il est capable de toucher à toutes les sphères des sujets, fait que plus facile d'avoir une réponse plus neutre que quelqu'un qui se connaît juste ses UFO, mettons. 100%. Si t'en connais sur c'est quoi qui était développé par l'armée secrètement ou ce qui s'est passé dans tel gouvernement ou l'histoire aussi peut raconter certains phénomènes parce que il y avait la guerre entre les États-Unis puis la Russie. Les États-Unis développaient des avions X, mais personne n'était au courant de ça, puis c'est ça qu'on a vu dans le ciel finalement. C'est ça, c'est tellement large comme sujet, là, les UFO, fait que c'est ça, tu sais, il y a plein d'affaires qu'on va pouvoir aborder là-dedans. Penses-tu avoir déjà vu un phénomène ovni, mettons? Ben, genre, tout le monde a les genre des petites histoires, mais à un moment donné, j'étais en camping avec ma famille, puis on avait vu genre comme des étoiles filantes dans le ciel, il y en avait genre 5, mais puis ils bougeaient genre vraiment lentement, mais tu sais, c'était-tu un satellite, c'était-tu quoi, on le sait pas, mais je me rappelle, toute la famille, on regardait ça, puis on était comme ça, il y a de quoi de spécial, c'était genre des lumières, puis ça clignotait un peu, mais tu sais, c'est peut-être un satellite, là, j'en ai aucune idée. Là. J'ai vu Starlink, c'est genre plein de... c'est genre des étoiles, mais c'est des satellites qui suivent dans le ciel, puis il y en a genre une vingtaine, là. Puis c'est comme une file de chars qui se suivent. Là. T'as jamais vu ça? Non. Starlink? C'est fucké. Mais moi, j'ai déjà cru apercevoir quelque chose. Je regardais le ciel, puis c'est comme s'il y avait un miroir dans le ciel. Les nuages fitaient pas. La partie de nuages fitait pas avec les nuages. Comme si c'était un avion qui était miroir, genre undercover. Ouais, puis là, j'ai regardé attentivement, puis j'étais comme... Je suis peut-être fou, mais... Ça a été trop là longtemps, puis c'était comme quand même identifiable. Là.
Mais tu sais, c'est qui est c'est touché. tout ce que j'ai vu. Bref, j'ai plein de questions pour ça. Puis tu sais, en tout cas, on va attendre que l'invité arrive. Mais tu sais, pourquoi toutes ces affaires-là, c'était tout dans les années 70-80? Genre là, tout le monde a des iPhones. Pourquoi on n'est pas capable d'en filmer un, style d'extraterrestre? Moi, c'est ça, j'arrive pas à comprendre. Fait que là, on va parler avec Christian. Fait qu'on va toucher à plein de sports. Puis parlant à toucher toutes les sphères, Eros et compagnie me permet à toucher à toutes les sphères de ma sexualité, mon Frank. Ah ouais. Puis avec le code BREAK15, Ah, bah, vous pouvez sauver 15% de rabais sur tout leurs produits en magasin. Si tu veux explorer ton back door, ton front door, every door, it is possible avec Eros et compagnie. Mais la place pour faire ça, c'est dans ton matelas Loop de chez Meubles RD. Oui. Les matelas les plus confortables sur la planète. Fait que vous irez chez Meubles RD. Ils ont tous les meubles qu'il vous faut. On est justement dans notre nouveau setup. On va pouvoir... j'allais dire le mot dévierger. Je mais savais que t'allais dire ça. J'espère qu'il le dira pas, mais je savais que t'allais dire ça. Désolé, Christian. On va pouvoir dévierger nos nouveaux matelas. divans avec Christian. Puis un gros shout-out à Ford Saint-Basile qui déplace l'équipe de Prends un break. On roule en Ford, fait que ça va bien, nos affaires. Ça va bien, ils sont sympathiques, c'est le fun d'aller là, c'est super facile en plus de faire affaire avec eux. Puis en plus, ils ont une genre de... Eux, ils ont la philosophie, parce que tu sais, on est habitué de parler de un vendeur de char, c'est peut-être un crosseur. Il y a comme un peu ce stigma-là qui est autour de la profession. Fait qu'eux autres, ils ont décidé de faire leur bureau, tout est en vide, genre, fait qu'il y a rien que tu vois pas. Quand tu vas faire affaire avec... Il n'y a rien de caché. Tu vas faire affaire avec le dude de chez Ford. Tu vois son écran, tu vois comment il travaille, tu vois où il travaille, tu vois avec qui il parle. Fait que tu sais, si t'es pas sûr que peut-être tu vas te faire avoir, eux autres, ils jouent franc jeu. Fait que ça, c'est bien le fun de faire affaire. Allez voir avec le Ford. beau Vincent Gagnon de chez Ford Saint-Basile. Il est attachant. Il est attachant. Ah ouais. Puis un gros shout-out à Tyson. En fin de semaine, j'ai fait une réunion familiale, puis j'ai acheté du Tyson pour tout le monde, puis Pour tout la le monde gang. était bien content. Ben oui, tu te trompes pas avec Tyson. On est-tu prêts? Ah, moi, je suis prêt. Sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille le spécialiste des phénomènes paranormaux au Québec, Christian Page! Bonjour, messieurs. Bonjour, Christian. Hello, hello! Bonjour, je prends place où? Juste là, où si tu veux. Juste à te prendre le micro, mon... Oui. mon... Voilà. Yes, sir, comment ça va? Ça va très bien. Ben, merci d'être là. Ben, ça me fait plaisir. Je vois que vous êtes bien organisé. Je suis toujours un peu surpris de voir un peu l'envers du décor et de voir de quelle façon les gens travaillent. Puis je suis impressionné par votre setup quand même. Ben, c'est ça, tout, ça fait... je sais que tu avais fait un podcast avec Jerry Alain il y a 6 ans, fait que, puis tu en as fait plein. Est-ce que, justement, tu vois une évolution dans le professionnalisme des podcasts? Ben, je dois t'avouer que un peu de la poutine, là, mais moi, je viens du média traditionnel. Hein. J'ai une formation en communication, je me dédiais à l'écriture, le journalisme écrit. Et puis ensuite de ça, ben, ça a été la radio, la télévision. Et je dois avouer, il y a une vingtaine d'années, quand les premiers podcasts sont apparus, les premiers balados sont apparus, dans le milieu de la télévision, de la radio, on n'y croyait pas. C'est-à-dire, on avait une espèce de réflexion en se disant, oui, bon, les balados, on en entendait parler. On se disait, ben, c'est deux gars, ça, dans un sous-sol avec des bottes de caoutchouc qui font ça avec un petit micro. Et puis, on a vu avec les années l'évolution de ces fameux balados, des balados qui sont de très, très bonne qualité. Bien sûr, on s'entend bien que c'est les médias sociaux. Donc, les médias sociaux, c'est une démocratisation du discours. Donc, le meilleur côtoie le pire, là, très souvent. Mais néanmoins, il y a quand même de la production qui se fait. Et là, on voit qu'un peu les médias traditionnels sont un peu à la remorque. On voit ces balados qui se font. Là, il y a de plus en plus de grands réseaux. Je pense, par exemple, Radio-Canada, TVA, qui décident de faire du balado. Parce que faut éventuellement... On est en train de... En fait, on s'est laissé dépasser. On n'a pas pris le train en marche. Puis là, on est à la remorque. Et moi-même, j'en ai fait. Bon, j'ai fait Géraldin, j'ai fait également Hugo Gérard. Puis on voit derrière la machine de ça, on voit qu'il y a souvent là, une grosse technique. Puis, tu sais, on est loin de la petite caméra placée sur le coin d'une table où on filmait deux intervenants. Là. Moi, je suis très impressionné. Puis je trouve qu'il y a du matériel qui se fait de très, très bonne qualité, là, des interventions, des discussions qui sont là, très, très riches, très articulées. C'est super le fun. Puis en même temps, ça s'adresse à Puis j'en fais beaucoup, moi, de balado. J'aime beaucoup les balados parce qu'en même temps, ça me permet de m'adresser à un public qui n'est pas fondamentalement mon public premier.
C'est comme moi, je viens du média traditionnel, ben, je me retrouve avec des gens, ma clientèle ou mes abonnés, c'est des gens de TVA, ce sont les gens du 98.5 ou d'autres radios semblables. Et le balado, ben, on le sait, le balado s'adresse beaucoup à un jeune public, plus jeune. Là, je suis content de pouvoir m'adresser à eux et de donner l'information, une information qualitative. Ouais, c'est ça que j'allais vous demander, parce que est-ce que je peux vous tutoyer pour l'entrevue? Je vais tutoyer, je trouve que c'est plus friendly. Là, ouais. Mais c'est ça, tu sais, j'ai regardé les podcasts que tu as faits, puis c'est fou, là, je sais pas à quel point tu es impliqué dans ce qui se passe sur Internet, mais ça fait vraiment des bons views. Il y a un engouement des jeunes pour tous les sujets paranormaux. Là, Victoria Charlton, je pense, ça a fait comme 175 000 views. Il y a un engouement pour ça. Est-ce que tu aimes ça, justement, aller chercher un peu les jeunes puis être un peu éducateur dans tout à fait. Moi-même, souvent, je vais dans les écoles. Puis quand je vais dans les écoles, j'ai une espèce d'élément de base. Jamais je ne me déplace dans les écoles en fonction des sous. Hein, c'est toujours gratuitement. Et j'aime m'adresser aux jeunes parce que je trouve, c'est un peu mon cheval de bataille, je trouve qu'on donne peu d'outils aux jeunes, et en particulier au secondaire, par exemple, des outils pour développer un sens critique. Les jeunes, puis là, évidemment, quand je dis les jeunes, on a l'impression que j'ai 90 ans. Oui, dans mon temps, là. Je ne pas de l'âgisme, mais c'est vrai que les jeunes, ils sont confrontés au quotidien à énormément d'informations. Ils ont toujours leur téléphone, leur tablette entre les mains, puis là, on va à travers ça. Mais comment on peut vérifier comment on peut être assuré que l'information que l'on voit est une information de qualité? Quels sont les outils que j'ai, moi, là, comme consommateur de nouvelles, pour vérifier la qualité de cette information-là? Et ça, malheureusement, dans les écoles, on donne peu d'outils aux jeunes pour essayer de développer ce sens critique. Et ça, ben moi, quand je vais dans les écoles, je me plais à m'adresser aux jeunes en disant, attention, voici des trucs sur lesquels on peut se baser pour vérifier l'acuité d'une information. Et c'est pourquoi je multiplie mes apparitions dans les balados, dans les écoles, tout ça. J'aime faire ce genre de trucs-là parce que je sais que je m'adresse à un public qui n'est pas forcément le public que je rejoins par mes interventions à TVA ou au 98.5 ou à Cube Radio, là. On dit que tu es spécialiste des phénomènes paranormaux. Tu peux-tu nous expliquer un peu pourquoi on te donne ce titre-là, tes études, quelle sorte de phénomènes paranormaux tu as étudié? Ça, c'est intéressant. Vous avez, en début d'émission, vous avez évoqué les gens qui s'intéressent à ces sujets-là. Et c'est vrai que dans le milieu, il y a des discours qui sont très polarisés. On a d'un côté les croyants, puis de l'autre côté, on a les sceptiques. Et chacun, évidemment, a son propre discours, là. Moi, je vais être franc avec vous, j'en ai mais rien à cirer de ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'aurais tendance ici à paraphraser une phrase de Malcolm X qui disait « Moi, je suis pour la vérité, peu importe qui l'a dit, peu importe qui elle sert. » Moi, c'est rien que ça qui m'intéresse. Puis, comme vous l'avez mentionné, s'il y a des ovnis, puis j'enquête sur une histoire d'ovnis, puis je trouve pas d'explication, ben, je vais être très content de dire, je n'ai pas trouvé d'explication. Puis si j'en trouve une, je vais être très content de dire, j'en ai trouvé une. Je ne cherche pas à trouver une explication en fonction de ma croyance personnelle. Je laisse ça aux amateurs, là, si vous voulez croire aux extraterrestres, aux fantômes, aux lutins, aux farfadets, libre à vous. Je suis comme au-dessus de cette mêlée-là. Ça ne m'intéresse pas. J'y ai été, par exemple. Hein, je me cacherai. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, il y a 50 ans, là, vous allez dire, il est donc bien vieux. Non, j'ai commencé pas jeune. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, on était dans les années 70. C'était quand même un peu l'âge d'or de la parapsychologie, donc les phénomènes paranormaux et les ovnis. On était vraiment dans une période qui était très, très faste. Puis le cinéma, c'était-tu la mode, je pense que c'était ça, les années 70, là, le début de la science-fiction? En fait, ça avait commencé depuis longtemps, la science-fiction. Ce qu'on voit apparaître, par exemple, dans les années 70, ce sont des films qu'on va publiciser comme étant basés sur des histoires vraies. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, mais on dirait qu'Hollywood n'avait pas suivi le pas. Hein? Hollywood n'avait pas compris qu'il y avait là une espèce de valeur ajoutée. Mais quelque part au milieu des années 70, et principalement avec toute la saga, la franchise des films Amityville, dont vous avez sûrement entendu parler, là, je pense le dernier, là, c'est Amityville 26, là, je pense, là, qui sont rendus. Mais à partir du Amityville 1, qui avait été commercialisé à partir d'un livre qui se disait être basé sur une histoire vraie, on dirait que Hollywood a compris qu'il y avait une valeur ajoutée à faire ça. Maintenant, chaque année,
Puis encore récemment, là, au moment où on tourne ce balado, là, je pense qu'il y a 2 ou 3 films, soit qui sont disponibles sur Netflix, ou soit sont encore à l'affiche au cinéma, des films dits basés sur une histoire vraie. Hein? La Conjuration 4, La Possession, basés sur des histoires vraies, parce que ça fonctionne bien de dire ça. Donc ça, on voit vraiment apparaître ça dans les années 70. Mais déjà, dans les années 70, c'est un peu l'âge d'or des ovnis puis de la parapsychologie. Et moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, j'étais adolescent, j'y suis allé parce que le paranormal, hein, ça nous pogne aux tripes. Hein? Moi, ça m'a pogné aux tripes. Et je suis allé là-dedans. J'ai foncé tête baissée. Et j'y croyais. Hein? Je veux dire, ce qui m'animait, là, c'était ma croyance. Et encore plus que... évidemment, à cette époque-là, moi qui ai grandi dans les années 60, 70, on avait à l'école, on nous enseignait, les professeurs nous disaient, si c'est écrit dans le livre, c'est que c'est vrai. Donc, on avait une espèce de réaction, on se disait, si on le prend dans le livre, c'est que c'est vrai. Et à travers, quand on allait dans les bibliothèques municipales, on avait des rayons complets de livres sur les ovnis, les fantômes et tout ça. Donc, on avait une espèce de prérogative de croire obligatoirement puisque c'était dans le livre. Et moi, j'ai cru à tout, là, les ovnis, les fantômes, le diable. Bon, j'avalais tout, là. J'étais une éponge. Les Bigfoot, mettons. Ah, le Bigfoot aussi, Ah, j'y ouais. croyais à fond, là, tu sais, là, parce que c'était dans le lit, puis je voulais y croire. Donc, à ce moment-là, j'appartenais quand même à cette communauté. Il y avait la communauté des sceptiques, la communauté des croyants. Moi, je me définissais clairement dans la communauté des croyants, là. J'y croyais à fond, là. Est-ce que la communauté des croyants était beaucoup plus forte à l'époque, vu qu'il y avait peut-être moins d'avancées scientifiques puis de réseaux sociaux, d'Internet pour chercher qu'aujourd'hui, ou au contraire, les réseaux sociaux apportent à y croire? Parce qu'il y a peut-être plus de... Je pense que les réseaux sociaux apportent davantage et servent davantage la communauté des croyants que la communauté des sceptiques. OK. Mais de toute façon, les sceptiques avaient un peu, pour nous, les croyants, les sceptiques étaient un peu des gens qui étaient des rabat-joie, là. Tu sais, puis on avait souvent l'excuse facile. Ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent, ils disent n'importe quoi. Puis quelque part, on n'avait pas de tort. Hein. Aujourd'hui, là, je peux regarder ça avec le recul. Puis c'est un peu vrai que les sceptiques disent à peu près n'importe quoi. Là, ils ne connaissent pas vraiment le sujet. Puis les croyants aussi, là, disent, bon, entendons-nous, chaque sphère a ses faiblesses. Bon. Mais néanmoins, j'appartenais à cette communauté des croyants et je dirais qu'éventuellement, le paranormal m'intéressait tellement. Puis là, il faut que vous m'arrêtiez, messieurs, parce que vous allez voir que je suis très verbomoteur. Puis et ça me passionne. Vraiment, c'est des sujets qui me passionnent encore aujourd'hui. Pour moi, la passion n'a jamais diminué. Là. La flamme est toujours là. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, je trouvais ça tellement intéressant que je n'arrivais pas à comprendre qu'on puisse parler d'autre chose. Puis, je ne vous cacherai pas que j'ai encore un peu cette fascination-là. Je me dis, ouais, on devrait arrêter de parler de politique, parler davantage d'expériences de mort imminente ou de trucs comme ça. Tu sais, j'ai encore cette réaction de dire, on n'en parle pas assez. Et c'est fascinant. Mais à une époque, puis il faut se rappeler, là, c'était bien avant l'Internet, c'était bien avant également les télés spécialisées. Là, aujourd'hui, les gens, les plus jeunes, on ne se souvienne pas de ça, mais la première télé spécialisée au Québec, c'est Canal D en 1995. Ça fait juste 30 ans. Oui, et ensuite, les premières grappes de télévision spécialisées vont apparaître là, au début des années 2000, avec Série Plus, Historia, Z et compagnie. Puis là, après ça, on va se multiplier avec des plateformes comme Netflix et tout le reste. Fait qu'avant Canal D, c'était quoi? Il y avait juste TVA, Radio-Canada. Radio-Canada, TVA, puis il y avait Radio-Québec qui est devenu Télé-Québec. Fait qu'il y a 3 postes avant Ouais, il y 95. avait 3, ouais. Après ça, arrive à ce moment-là, là, juste à ce tournant-là, va arriver TQS, Télévision 4 saisons, qui est maintenant Novo. Mais c'est tout ce que l'on avait. Et là, d'un coup, on voit arriver Canal D, d'autres stations qui vont apparaître. Et là, bon... Mais à l'époque, là, si on voulait parler de ces sujets-là, là, on n'avait aucune plateforme. De temps à autre... À Radio-Québec, qui est devenu Télé-Québec, on avait Claire Lamarche qui animait une émission qui s'appelait Droit de parole. Puis à Droit de parole, de temps en temps, elle pouvait faire une émission spéciale. Croyez-vous aux fantômes? Croyez-vous aux médiums? Croyez-vous aux ovnis? Mais c'était une émission d'occasion, là. Et ensuite, Claire Lamarche a eu sa propre émission éponyme à TVA, là, Claire Lamarche. Puis là, elle recevait des sujets. Elle allait dans tout azimut. De temps en temps, elle disait, bon, une émission aujourd'hui, on parle d'ovnis, on va parler de fantômes. Mais ça restait encore des émissions occasionnelles. Je pense qu'elle trouvait des parents aux orphelins. Oui,
après ça, elle a fait ça. Plus tard, là, Ok. les retrouvailles avec Claire Lamarche. Là, tu sais. Ouais. Mais à cette époque, il y avait, pour les gens là, au Québec là, qui s'intéressaient aux sujets bizarres et étranges, on avait à peu près qu'une place pour trouver se satisfaire, et c'était à la télé communautaire. Il y avait un type qui s'appelait Richard Glenn, qui a été, on l'a souvent parodié, grosse moustache, là. Oui, bonjour, bienvenue à Ésotérisme expérimental. Bon, ça, c'était le nom de son émission, Ésotérisme expérimental. C'était sur la chaîne câblée, c'était le Canal 9 à l'époque, télévision communautaire. Puis il y avait des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'une semaine, il pouvait recevoir quelqu'un qui était complètement déjanté, qui était en contact avec les Martiens. Puis la semaine suivante, il pouvait recevoir un scientifique là, tout à fait rigoureux dans une investigation. Mais on n'avait pas beaucoup, là, les gens qui s'intéressaient à ces sujets-là, c'était à peu près notre seule source d'information. Il faut vraiment entendre les télés spécialisées. Mais tout ça pour dire que dans cet univers-là, moi, je m'intéressais à ces sujets-là, j'avais envie d'en parler, je me suis dit, mais comment je peux en parler? Et le seul moyen d'en parler, c'était à travers les médias. J'avais compris que je ne sortirais pas de l'université avec un diplôme de chasseur de fantômes ou diplômé en phénomènes paranormaux. Ça n'existe pas, ça. Donc, je me suis dit, je vais aller en communication. Donc, c'est le paranormal qui m'a amené aux communications et pas l'inverse. Et là, quand je suis sorti de l'université avec mon diplôme en main, je dis, bah, là, je peux parler de paranormal. Mais je n'avais pas multiplié mes plateformes, là. J'avais mon diplôme en main, mais il n'y avait pas plus de radio puis de télé qui en parlaient, là, tu sais, là. Ni peut-être pas d'expérience de comment expliquer ça. Non, puis en même temps, moi, je me rappelle mes premiers travaux, quand on avait un stage, on sortait de l'université, on avait un stage au Journal de Montréal. Très rapidement, j'ai été stigmatisé par mes collègues. Là, je disais, il y a eu un meurtre, on ne confiera pas ça. Le jeune journaliste là-bas, là, ça, c'est Christian Page. Oh, donne-y pas ça, lui, c'est des affaires de martiens, de fantômes, il donne pas ça. Donc, j'étais un peu stigmatisé avec ça. Mais vraiment, avec l'avènement des télés spécialisées, là, j'ai pu faire ma niche. Et puis en même temps, non seulement j'ai pu faire ma niche, mais il y a également, et c'est peut-être ça qui me différencie beaucoup des gens de ce milieu-là, le fait d'avoir une formation en journalisme, ça me permet, j'ai développé des outils qui sont propres à tous les journalistes. Hein, quand on fait une investigation, que ce soit sur une histoire de meurtre, un scandale politique, etc., les journalistes, on a des mécanismes d'investigation qui nous permettent de valider l'information. Et donc, et là, j'ai commencé à appliquer ces mécaniques-là à mes propres investigations sur le paranormal. Et peu à peu, j'ai comme quitté cet univers-là. Il y avait l'univers des croyants puis des sceptiques. Peu à peu, ça a cessé de m'intéresser. Ces débats-là, c'était des guerres intestines entre ces gens-là. Tout le monde s'insultait. J'avais pas envie de ça. Ce qui m'intéressait, c'était qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces phénomènes-là sont bien réels? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on peut documenter de ça? Ça m'intéressait. L'histoire des croyants, ça, c'est des affaires de curé. Je vais laisser ça pour les autres. Puis ça a été quoi les premiers événements marquants, mettons, qui ont popularisé les extraterrestres? C'est les premiers événements concrets qu'on a entendu que, OK, il y a peut-être des ovnis. Il y en a-tu qui te viennent en tête qui t'ont fait ça? Là, je veux étudier ça. Là. Ben, en fait, les ovnis, de façon générale, dans la culture populaire, parce que moi, j'ai vu les modes passer, là. Quand j'arrive là, dans les années 70, là, déjà les ovnis, c'est un sujet dont on parle quand même depuis la fin des années 40. Il y a toute une dynamique autour de ça. Là. Mais vraiment, l'ère moderne des ovnis, disons, appelons-le comme ça, parce que on peut reculer et dire, des gens vont dire, oui, mais dans la Bible, on a l'impression qu'il y a des ovnis, puis dans des peintures rupestres qui datent de la préhistoire, on a l'impression qu'on a peint sur des murs des formes qui rappellent des ovnis. Oui, là où les Égyptiens aussi, dans le hiéroglyphe, ils ont des têtes un peu plus... donc, on peut reculer là-dedans, là, puis dire, Moïse, quand Moïse voit un buisson ardent sur l'Horeb et que Dieu y parle, c'est pas Dieu, en fait, c'est une soucoupe volante puis des extraterrestres. Bon, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais l'ère moderne des ovnis a débuté en 1947. Il fallait se trouver une date, là, mais on s'est dit, OK, quand on parle des ovnis, la date étalon, c'est le 24 juin 1947. Ce jour-là, ça m'intéresse. Il y a un pilote civil américain qui s'appelle Kenneth Arnold, qui est un entrepreneur qui vend notamment du matériel pour combattre les incendies. Donc, il a son propre avion personnel, puis il fait des allers-retours, va voir ses clients. Et cette journée-là, donc la journée du 24 juin 1947, il se trouve dans l'État de Washington, au-dessus du mont Rainier.
Et là, en regardant, son attention est attirée par des reflets au loin. Il jette un coup d'œil et là, il voit 2 rangées d'objets, une rangée de 4 et une rangée de 5, deux rangées d'objets qui se déplacent en formant un peu un V. Et ce qu'il voit de ces objets-là, il va dire plus tard, il dit ça ressemblait à des croissants volants. Il y avait un centre plus sombre, mais c'était des croissants volants. Et là, donc, il va se poser avec son avion. Et bon, il fait un calcul par triangulation. Il connaît sa position. Il voit le mont Rainier, puis une autre montagne plus loin qui s'appelle le mont Adams. Donc, par une espèce de calcul de géométrie, il calcule le déplacement de ces objets. Puis il les évalue à peu près 2400 km/h. Il faut savoir qu'à l'époque, le mur du son, qui est grosso modo à 1200 km/h, n'a même pas encore été franchi. Donc, tu comprends que si ces objets-là vont 2 fois plus vite que le son, alors qu'on n'a pas encore franchi une seule fois la vitesse du son avec un avion, il y a de quoi s'étonner. Alors, Kenneth Arnold se pose. À ce moment-là, il faut bien retenir que les ovnis, les extraterrestres, ça n'existe pas dans l'imaginaire populaire. C'est des trucs... Il y a quelques... Les amateurs de science-fiction, il y a une littérature de science-fiction. Il y a des petits magazines qu'on appelle des pulp magazines. Pourquoi des pulp? Parce que le papier est tellement de mauvaise qualité qu'on voit la pulpe du papier dans le magazine. Donc, on a des magazines qui se dédient à la science-fiction. Eux parlent de visiteurs extraterrestres, de martiens, tout le reste. Mais ça s'adresse à un public très niché. Okay. Dans le public en général, monsieur et madame tout le monde, ça n'existe pas. Les extraterrestres, ça n'existe pas, là. Et donc, Kenneth Arnold, d'ailleurs, n'a pas cette réflexion-là. Lorsqu'il se pose avec son avion, lui, il est convaincu qu'il a vu des engins russes. OK. Parce qu'après tout, l'État de Washington, c'est le dernier État au nord du nord-ouest américain. Et si on continue en ligne droite, bien, on a l'Union soviétique qui est de l'autre côté. Là, hein, de l'autre bord du détroit de Bering, c'est l'Union soviétique. Ça fait du sens. Donc, il a l'impression, il croit qu'il a observé des engins d'origine russe. Ouais. Et à l'époque, il ne faut pas se le cacher, c'est un bras de fer entre la Russie et les Américains. On est déjà engagé dans une course à l'aviation qui va avoir les meilleures technologies. Et éventuellement, très rapidement, là, ça va prendre l'aspect de la course à l'espace, puis qui va envoyer les premiers hommes sur la Lune. Donc, en 1947, quand Kenneth Arnold se pose avec son avion, ce 24 juin 1947, j'ai toujours dit, c'est amusant, si on voulait envahir les États-Unis, on aurait dû les envahir un vendredi après-midi, parce que c'est exactement ça. Kenneth Arnold se présente au bureau du FBI local, on est un vendredi après-midi, et il se heurte le nez sur une porte fermée. Et on dit le bureau ferme à midi. Donc, le FBI fermait à midi ce jour-là dans l'État de Washington. Alors, il retourne à l'aéroport et là, commence à parler avec d'autres pilotes autour de lui de ce qu'il a vu. C'était bizarre, ces objets-là en forme de croissant. Et éventuellement, ça va arriver aux oreilles d'un journaliste qui va faire une entrevue avec Kenneth Arnold. Et là, vous allez voir le mot apparaître. Hein? Il demande à Kenneth Arnold, « Oui, mais ces objets-là, ils ressemblaient à quoi? » Et Kenneth Arnold répond, « Bien, ça ressemblait à des croissants volants, puis il y avait un centre qui était plus sombre. » Puis ça se déplaçait-tu comme des avions? Et Kenneth Arnold répond, « Non, ça se déplaçait comme... » Puis là, il prend un moment de réflexion, il dit, « Ça se déplaçait comme des soucoupes qu'on aurait fait ricocher sur de l'eau. » Alors, l'expression était née. Le lendemain, le journaliste publie un article en disant « Un pilote a vu des soucoupes volantes. » Mais en réalité, il n'a pas vu des soucoupes volantes. Il a utilisé l'expression soucoupe pour décrire le mouvement, pas la forme de l'objet. Mais à partir de là, on s'est mis à parler de soucoupe volante. Ça sonne mieux croissant volant aussi. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, ce que Kenneth Arnold voulait dire, c'est « J'ai vu des croissants volants qui volaient comme des soucoupes. » Mais finalement, le journaliste ne fait ni un ni deux, puis voilà, ça devient des soucoupes volantes. Et on se met à parler de soucoupes volantes dans la presse. C'est vraiment ce jour-là que, disons de manière publique, là, les journaux vont se faire l'écho de ça, et là, ça passe dans le langage populaire. Soucoupe volante passe dans le langage populaire. Mais les extraterrestres apparaissent plus tardivement. Hein? Même à cette époque-là, les journalistes n'évoquent pas ça. Là. On est toujours à l'idée que ou bien les gens ont mal vu, donc il y a une espèce d'erreur d'interprétation de ce qu'ils voient, ou bien c'est des engins russes. Mais les extraterrestres, on ne percole pas encore avec ça, les extraterrestres. Les extraterrestres vont arriver plus tardivement. Là. C'est en quelle année que ça... Aux alentours de 1952-53, parce que dès le départ, là, je ne vais pas entrer dans toute l'histoire parce que je ne veux pas vous embêter, messieurs, mais en 1947, quand cette histoire-là de croissant volant est arrivée en haut lieu à Washington, au Pentagone, on s'est dit, tiens.
Il faut savoir que quand la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, les Allemands avaient quand même un pas d'avance dans le domaine de l'aéronautique sur les Alliés, donc sur les Britanniques et les Américains. Les Allemands, c'est eux qui avaient fait les bombes volantes V1 et V2. Là. Ils avaient déjà pas d'avance là, facile dans le domaine de l'aviation. Quand la guerre s'est terminée, les Allemands travaillaient au développement d'un superbe avion qui s'appelait le Horten HO-229. Et le HO-229 ressemblait un peu à une aile volante, à un croissant volant. Les Allemands n'ont pas eu le temps de l'achever parce que la guerre a précipité, il y a eu la fin de la guerre. Et ils ont eu le temps d'en fabriquer 2 ou 3 modèles pour les essais. Et quand on est arrivé aux chaînes de montage, malheureusement, heureusement pour nous les Alliés, malheureusement pour les Allemands, croyez-le ou non, le moteur était trop gros pour rentrer dans la cage du moteur de l'avion. Donc, il a fallu renvoyer les ingénieurs à leur planche à dessin en disant, là, il faut élargir l'endroit où le moteur doit se poser, c'est trop petit. Ils n'ont pas eu le temps de le faire et finalement, la Deuxième Guerre mondiale s'est arrêtée. Immédiatement après la guerre, le savoir allemand a été partagé entre les Soviétiques et les Américains. Les Américains ont développé un projet qui s'appelait le projet Paperclip, qui permettait d'exfiltrer du savoir allemand, donc des scientifiques allemands, vers les États-Unis, pour les amener à travailler dans des projets de développement en aéronautique ou dans le domaine de l'aérospatial. C'est après la guerre. Juste après la guerre. Là, on est vraiment en 1945. Là. C'est la fin de la guerre. On fait ça. OK, c'était pas pour compétitionner la Russie qui se sont dit on va chercher les Allemands. Non, mais quelque part un peu, parce que les Russes ont fait la même chose. Hein. Les Soviétiques ont fait la même chose. Ils ont dit, on a une communauté de savoir allemand, on se le partage. Donc, les Américains en prennent une partie, les Russes en prennent une partie. Hey, what's up dans le chat? Petite intermission pour le podcast parce que j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Chez Tyzone, pendant le temps des fêtes, on a la promotion carte cadeau. Dans le fond, c'est pas compliqué. Du 25 novembre jusqu'au 6 janvier, inclusivement, tu peux donner un cadeau à quelqu'un puis en même temps, tu reçois un cadeau. Tout est dans tout. Ça va bien nos affaires. Fait que je t'explique, t'as juste à acheter une carte cadeau comme ceux que je tiens dans mes mains en ce moment. Faut que ce soit 35$ et plus avant taxe. Puis ça te permet d'avoir un repas poulet Général Tao gratuit avec un Pepsi 355 ml. Fait que dans le fond, tu payes le lunch à quelqu'un puis toi-même tu reçois un lunch. C'est une super promotion. Je vous conseille d'en prendre avantage. Fait que je vous souhaite un excellent temps des fêtes. J'espère que vous appréciez l'épisode. Puis surtout, je vous souhaite un bon appétit. Chez Tyzone, c'est chaud, ça sent bon puis ça réchauffe le cœur. Fait que bonne journée la gang puis bon podcast. Exemple, les bombes V2, V1, c'était des grosses bombes qui partaient tout seules avec un réacteur. Puis c'est avec un de ces chercheurs-là que les États-Unis ont développé leur programme spatial. Voilà. Puis ça a donné un peu les navettes spatiales. Parce que la première bombe volante téléguidée, si je peux dire, ressemblait à une espèce de petit avion. C'est un peu amusant parce qu'on bombardait Londres. Hein. Le créateur derrière ça, c'est un type qui s'appelle Wernher von Braun. Et ça ressemblait un peu à un avion. Puis il arrivait en bout de course parce qu'il n'y avait plus de carburant. Donc, les Britanniques, les Londoniens, là, ils entendaient, quand on sonnait l'alarme, une bombe s'en vient, puis là, ça sifflait dans le ciel. Quand elle arrêtait de siffler, elle tombait, parce qu'elle est arrivée en bout de course, elle n'avait plus de carburant. Après ça, le même Wernher von Braun, qui travaillait avec une équipe d'ingénieurs, ont développé une autre bombe qui, elle, ressemblait à une fusée, qui était le V2. Là, on pouvait directement le guider sur une cible en particulier. Mais entendons-nous, le guider, là, c'était dans une espèce de périmètre d'à peu près 1 kilomètre. Mais déjà, on commençait à progresser. Et tu as tout à fait raison. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'un des tout premiers que les Américains ont récupéré, c'est ce fameux Wernher von Braun qui dirigeait, qui était à la tête de l'équipe de chercheurs qui ont développé les fameuses bombes volantes. Donc, Wernher von Braun a été ramené aux États-Unis. Et il est devenu l'un des responsables du programme spatial américain. Et c'est à lui qu'on doit l'invention de la création de la fusée Saturne V qui a permis d'envoyer des hommes sur la Lune. C'est grâce à Wernher von Braun. Mais les Russes ont fait exactement la même chose. Ils ont pris également ce savoir-là. Et là où j'en reviens à mon histoire d'avion, parce que vous allez voir que c'est pas anecdotique, comme les Allemands travaillaient à cette espèce d'avion en forme de boomerang qu'ils n'ont jamais eu le temps de développer parce que la guerre s'est terminée, mettez-vous ensuite dans la peau des militaires allemands qui, 2 ans après, entendent parler qu'un pilote civil a vu dans le ciel des objets qui ressemblent à des boomerangs volants qui vont 2 fois plus vite que la vitesse du son.
on pense pas aux extraterrestres. Là. En haut lieu, là, au Pentagone, on se dit, est-ce que les Soviétiques auraient réussi à récupérer du savoir allemand, auraient réussi à développer une version 2.0 du Horton HO-229, et ce sont ces appareils que Kenneth Arnold aurait vu au-dessus du Mont Rainier. Et elle vient de là l'intérêt des militaires américains pour la question des ovnis, pas parce qu'on croyait aux extraterrestres. Ça, c'est de la foutaise, cela. Ils croyaient que les Russes avaient développé des avions ultra-supersoniques, si je peux dire. Et là, il est en train de se faire battre à plate couture. Donc, dès décembre 1947, les Américains vont mettre en place un premier programme pour enquêter sur les soucoupes volantes. Mais secrètement, si on veut s'assurer que les soucoupes volantes ne sont pas des vaisseaux spatiaux, des avions russes hypersoniques. Et éventuellement, très rapidement, on va se rendre compte que c'est pas ça. Que les gens, en fait, confondent plein de trucs. Les gens ont une mauvaise connaissance du ciel. En même temps, dans les journaux, on parle d'éventuellement, on pourrait aller dans l'espace. Puis tout ça, on n'est pas encore là, là. Le premier satellite artificiel, là, je vous le rappelle, c'est le 4 octobre 1957. C'est Sputnik 1. C'est les Russes qui l'ont lancé. C'est 10 ans plus tard. Mais on en parle. C'est dans l'air. On pense à ça. Donc, et rapidement, donc, à partir du moment où on se dit, bon, ben c'est pas les Soviétiques qui ont développé ça, ben il y a une espèce de mouvance populaire. Si ce n'est pas les Soviétiques, qui est-ce? Et là, on voit dans le milieu de ceux qui s'intéressent aux ovnis, on voit apparaître là, de manière très discrète, mais on commence à dire, et si c'était des aviateurs, on ne parle même pas d'astronautes, ça n'existait pas encore, le mot n'existait pas, moi je dis, mais si c'était des aviateurs venus d'une autre planète. Donc, on voit là, que progressivement, l'idée commence à faire son chemin. Puis on est en quelle année? Là, on est au début des années 50 à ce moment-là. Okay. Et celui qui va devenir un peu le père des extraterrestres, appelons-le comme ça, c'est un Américain, qui est un ancien d'ailleurs de la US Navy, c'est le major Donald Keough. Et Donald Keough, après avoir pris sa retraite, lui, va s'intéresser beaucoup aux questions de soucoupes volantes. Et c'est lui qui va cimenté par une série de publications l'idée que les soucoupes volantes sont pilotées par des aviateurs extraterrestres. C'est lui qui va lancer ce mouvement-là, et peu à peu, ça va faire son chemin, et les extraterrestres vont devenir un peu dans le langage courant. Donc, on voit qu'il y a une progression dans comment on va accepter le phénomène et comment le phénomène va se développer. Et à partir de là, ça devient évidemment un sujet de fascination. Je sais que des gens qui vont écouter votre podcast vont dire « Oui, mais Roswell, hein? Vous connaissez sûrement le nom Roswell. Roswell, c'est 1947 aussi, mais Roswell, on n'en entend parler que dans les années 70. OK. Roswell, rapidement, là, pour vos téléspectateurs, Roswell, c'est 24 heures en 1947. Hein? On est au tout début du mois de juillet 1947. Il y a un rancheur à Roswell. Roswell, c'est une petite ville du Nouveau-Mexique. Il y a un rancheur qui se présente au bureau du shérif en disant « J'ai trouvé du papier d'aluminium sur mon terrain, des trucs un peu bizarroïdes, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça doit venir de l'armée. » Parce qu'il y a une base militaire à Roswell, ça doit venir de l'armée. Puis il n'est pas désintéressé parce que l'armée utilise des ballons sondes et on offre 5 $. C'est quand même beaucoup d'argent en 1945, 5 $ pour quiconque va ramener un ballon sonde. Qui aurait tombé du ciel. Qui aurait tombé du ciel, qui aurait tombé sur une ferme ou quelque chose comme ça. Et cet individu, Mac Brazel, lui, les débris qu'il trouve chez lui, il se dit, c'est peut-être un ballon sonde, ça là. Il trouve que le papier d'aluminium est bizarre. Hein? Il plie, puis quand il le relâche, il semble reprendre sa forme. Puis il y a des petites poutres d'acier avec ça, des petites poutres en bois. C'est un peu bizarre. Mais il s'en va au bureau du shérif, puis il dit, j'ai trouvé ça sur mon terrain, je pense que c'est un ballon sonde, je pense que ça appartient à l'armée. Puis il veut son 5 $. C'est important, là, il veut son 5 $. Et finalement, l'armée va envoyer des militaires sur le terrain qui vont récupérer ces débris. Et puis, 24 heures après, l'armée dit non, c'est un ballon sonde. Parce que là, évidemment, l'armée émet un communiqué en disant on a peut-être trouvé une soucoupe volante. C'est vraiment l'armée qui dit ça. Mais il faut se rappeler, hein, rappelez-vous, là, 1947, là, les soucoupes volantes, c'est pas des extraterrestres. Le mot n'est pas là, là. Mais en 1947, là, quand on parle de soucoupe volante, ça sous-entend quelque chose qui vole, on ne sait pas c'est quoi, mais c'est possiblement les Russes. C'est ça que ça veut dire. C'est à ça qu'on pense. Fait que quand l'armée émet son premier communiqué là, à l'affaire de Roswell, quand Mac Brazel arrive avec ses débris puis qu'il informe l'armée, n'est pas très préoccupée. Elle lance dans un communiqué, on a peut-être trouvé un disque volant. Mais sous-entendre quelque chose qui vole qui est peut-être des Russes. Finalement, ils vont récupérer le débris, puis
Puis le lendemain, ils disent, finalement, il n'y avait rien d'excitant, c'était un simple ballon sonde. Merci, bonsoir. Puis Roswell, il a tué son L'histoire de Roswell, non, il n'y a pas eu son 5 pieds. L'histoire s'arrête là. Tu comprends? C'est 24 heures en 1947, ça s'arrête. Il faudra attendre là, vraiment un 30 ans pour que, dans tout un concours de circonstances qui serait trop long à raconter, mais 30 ans après, des gens vont commencer à dire « il y avait peut-être autre chose, ce débris-là, c'était peut-être autre chose. » Puis là, des gens vont dire « Ouais, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui était là dans la base, qui aurait vu des cadavres d'extraterrestres puis des débris de soucoupes volantes. » Et là, l'histoire de Roswell devient un peu comme le monstre Frankenstein, là. C'est une reconstruction qu'on n'est plus capable d'arrêter, là. Le monstre prend vie de lui-même. Mais ça apparaît à la fin des années 70, début des années 80, cette version améliorée de Roswell. Parce que la version originale, c'est un paquet de papier d'aluminium trouvé sur un ranch en 1947. Merci, bonsoir, 24 heures, puis on n'en parle plus. T'sais. Je comprends. Donc, Roswell, c'est beaucoup plus tardif. Donc, l'événement dans la presse qui va alimenter l'histoire des soucoupes volantes, c'est cette histoire de Kenneth Arnold et ces fameux boomerangs volants au-dessus du Mont-Rainier. Et là, ensuite, l'histoire va prendre la suite. Puis, en même temps, c'est intéressant parce qu'on est 10 ans avant la conquête de l'espace, on en parle, on a toutes sortes d'idées, on voit déjà, on est très enthousiaste, hein? On va se poser sur la Lune dans les années 60, dans les années 70, on ira sur Mars, et avant la fin des années 90, on devrait aller sur Vénus. Ah, tu vois, on est loin, on a de la difficulté à retourner sur la Lune parce que la technologie développée dans les années 60 nous est plus accessible. Tu sais. Est-ce qu'on l'homme est vraiment allé sur la Lune? Oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Je sais que ça peut soulever des débats, là. On est allé sur la Lune. On pourrait y être allé 6 fois. Comment tu expliques ça? Selon, si tu vrai, si tu pas vrai? T'es sûr, 6 fois? J'ai écouté le podcast d'un astrophysicien, il me semble qu'il y avait 19. Non, il y a eu 6 missions il y a eu 6 missions lunaires. Apollo 11, 12, 13, il n'est pas arrivé jusqu'à la Lune. Vous avez peut-être vu le film. Là. Ouais. Il y a eu une explosion dans le module de commande. Et ensuite, il y a eu 14, 15, 16, 17. Apollo 17, ça a été la dernière mission lunaire. Et à chaque fois, 2 hommes ont marché sur la Lune. Donc, à chacune de ces missions, excluant Apollo 13, évidemment, on a eu donc au total 12 hommes qui ont marché sur la Lune. Et puis ensuite, en 1977, on est en décembre, pas 1977, en 72, décembre 1972, Apollo 17, dernière mission lunaire. Puis en théorie, les missions lunaires devaient aller jusqu'à Apollo 20. Mais pour des raisons budgétaires, des raisons aussi de l'intérêt du public. Hein, les missions lunaires, puis là, on va vers autre chose, mais les missions lunaires, ça a été de démontrer, pour les Américains, c'était de démontrer leur suprématie sur les Russes, sur les Soviétiques. C'est ça qu'on voulait. Puis en même temps, il y avait une espèce de sentiment d'appartenance, puis un sentiment patriotique autour de ça. En 1961, le président Kennedy avait dit « D'ici la fin de la décennie, nous mettrons des hommes sur la Lune et nous les ramènerons. » Et le président Kennedy a été abattu, là, comme tout le monde le sait, en novembre 1963. Et les Américains avaient comme une espèce de sentiment patriotique de répondre à ce grand vœu qu'avait annoncé le président Kennedy, lui qui était mort au combat, finalement. Hein, puis on se disait, il faut absolument rendre justice, rendre hommage au président Kennedy qui avait lancé ce défi-là. Puis c'était un grand défi, hein, il l'avait dit, nous n'irons pas sur la Lune parce que c'est facile, nous irons sur la Lune parce que justement c'est difficile. Et il a réussi son pari. C'est pourquoi, qu'en juillet 69, la première mission lunaire, Apollo 11, s'est posée sur la Lune. Donc, on avait réussi à faire ça. Pour les Américains, après ça, le public en général ne comprenait pas l'intérêt scientifique d'aller sur la Lune. On s'est dit, on y est allé, on a battu les Russes, c'est parfait. On est allé là-bas, on a vu à quoi ça ressemblait, on a ramassé de la roche, puis on l'a ramené. Et là, on nous dit, là, il va y avoir une autre mission, Apollo 12. OK, on va sur la Lune, on ramasse des roches, puis on les ramène. OK, Apollo 13, là, il y a eu le pépin, on passe à Apollo 14. On va sur la Lune, on ramasse des roches, on les ramène. Là, les gens disent, écoute, là, allez là, ramasser de la roche. Chaque fois, là, le coût de ces missions, c'est des centaines de millions de dollars. Et au moment, là, il y a des gens ils ont de la difficulté à payer leur épicerie. Il y a des problèmes. À l'époque, il y avait la crise du pétrole qui menaçait la société américaine. Il y avait des bouleversements. On avait la guerre du Vietnam. Là, les gens disaient, écoute, là,
On a assez de problèmes comme ça avec la guerre du Vietnam, les problèmes économiques, la crise du pétrole. Venez là chez nous avec, on va envoyer des gars ramasser des cailloux sur la Lune. Là. On l'a fait, merci, bonsoir, on passe à autre chose. Et ça a été un peu le fait qu'on n'avait plus, la NASA n'avait plus le support du public, qu'éventuellement, parce que la NASA, c'est un organisme civil, ces budgets sont votés par le Congrès américain, et le Congrès, bien, il est très sensible à l'opinion publique. Donc, en 1971-72, ben, le Congrès voyait bien qu'auprès du public, les missions lunaires n'avaient plus la cote. Il était temps de passer à autre chose. Donc, on a réduit les budgets et les missions, même si les vaisseaux étaient construits, hein, les fusées Apollo étaient construites, les vaisseaux Apollo, devrais-je dire, étaient construits jusqu'à Apollo 20. On a décidé finalement d'arrêter Apollo 17. La mission, le vaisseau d'Apollo 18 a été utilisé en 1975 dans une mission qui s'est appelée Apollo-Soyouz, où là, il y a eu une espèce de rencontre entre les Soviétiques et les Américains dans l'espace. Et ensuite, les deux autres, Apollo 19, Apollo 20, on peut les voir. L'un est au centre spatial Johnson, au Texas, et l'autre, on voit le vaisseau au Cap Kennedy, en Floride. Donc, ils sont là pour... les gens peuvent les voir. Et on n'est pas retourné. Et pourquoi... Prenons d'avance la question, ouais, mais si on a réussi à faire ça avec une technologie des années 60, pourquoi est-ce qu'on peut de retourner sur la Lune aujourd'hui? Hein? Ça semble un peu cette logique. Hein? Mais en réalité, c'est pas qu'on n'est pas capable d'y retourner, c'est qu'on n'y retourne pas pour la même raison. Et c'est là. D'abord, il faut se rappeler que la technologie des années 60 qui nous a permis d'aller sur la Lune, cette technologie-là, elle n'existe plus aujourd'hui. On ne pourrait pas ressortir un vieux vaisseau Apollo puis dire on va ressortir le vieux vaisseau Apollo. Non, parce que quelqu'un va dire hey, la switch est collée. Comment on l'a fait, la switch? Hein? Ça, c'est une switch de AGNG 1962. Il y a longtemps qu'on n'a plus les plans, puis il y a longtemps que les chaînes de montage n'existent plus. Donc, on ne peut pas refaire la switch. On comprend? Donc, cette technologie-là n'existe plus. Et l'idée, c'est pas, si demain matin, on se disait, on va envoyer des hommes sur la Lune, puis ils vont ramasser des roches, puis ils vont la ramener, comme on l'a fait avec les missions Apollo, on pourrait aisément le faire. Mais c'est pas ça l'idée. On ne veut pas retourner sur la Lune pour aller chercher de la roche. Là. On veut retourner sur la Lune pour aller mettre une plateforme, une base lunaire qui va permettre de se lancer vers la conquête ou la recherche spatiale plus avancée, peut-être même envoyer des hommes vers Mars. C'est ça qui est l'idée. Et là, on doit développer un nouveau système. C'est pas simplement d'envoyer un petit vaisseau qui va se poser, des gars vont sortir et ramasser de la roche. Non, non, non. Là, l'idée, là, le projet Artemis, c'est on va mettre en orbite autour de la Lune un vaisseau spatial, une espèce de station spatiale lunaire qui va orbiter autour de la Lune. On va envoyer un vaisseau de la Terre qui va se rendre jusqu'à cette station-là, qui va débarquer des astronautes dans cette station orbitale lunaire, et cette station orbitale lunaire aura un petit vaisseau qui va faire un peu comme un ascenseur, qui va être largué, qui va descendre sur la Lune, qui va déposer des hommes pour construire une base sur la Lune, et ce petit vaisseau ascenseur va repartir, aller se brancher à cette station orbitale lunaire, et ensuite ramener des astronautes vers la Terre pour qu'on ait des échanges comme ça. C'est un système excessivement complexe. Fait que pour aller sur Mars, il faudrait passer faire un escale sur la Lune. Oui. Puis après ça... Oui, parce que le vaisseau qu'on va assembler, parce que l'idée d'envoyer un vaisseau vers Mars à partir de la Terre, c'est quasi impensable, à moins qu'on trouve de nouveaux systèmes de propulsion. Parce que pour envoyer un vaisseau comme celui-là, dont la mission sera à peu près de 2 ans pour se rendre sur Mars, il faut penser qu'on va envoyer des équipages d'au moins 6 astronautes. Il faut emmener du matériel pour la survie de nos astronautes pendant 2 ans. Une fois qu'ils arriveront sur Mars, ils auront de l'équipement à déposer sur Mars. Donc ça représente un poids. Et le poids de ça en carburant pour l'arracher de l'attraction terrestre est invraisemblable. Et plus je vais rajouter du carburant, plus je vais augmenter mon poids. Et plus j'augmente mon poids, plus je dois remettre du carburant. Donc ça devient c'est une équation qui est quasi impossible. Mm-hmm. En revanche, si mon vaisseau est assemblé sur Mars, se séparer pour se dégager de l'orbite lunaire et l'envoyer vers Mars, ça va se faire aisément. Mm-hmm. Donc, on n'a plus cette condition-là. Et même notre vaisseau, on pourrait même l'assembler dans l'espace. Donc, autour de la Lune, on va assembler le vaisseau, un peu comme on a assemblé la station spatiale actuellement, la Station spatiale internationale, qui a été assemblée avec des modules directement dans l'espace. Et après ça, on va pouvoir l'envoyer vers Mars. Donc, c'est tout ce concept-là. C'est une autre vision, là, complètement. Là. Okay. Donc, l'idée, là, quand les gens font un peu cette réflexion-là, oui, on y est allé dans les années 60, puis on n'est plus capable aujourd'hui.
c'est parce qu'on n'y va pas pour la même raison, puis la technologie à laquelle on fait appel n'a plus rien à voir avec celle qu'on avait dans les années 60. Il y a des huîtres parce que c'est pas le même objectif. Exactement. Puis à partir de Mars, tu peux-tu te reconstruire un autre vaisseau pour aller ailleurs? Y a-tu une autre Là, on se retrouverait un peu avec la même problématique qu'avec la Terre. C'est-à-dire que Mars, même s'il y a une force d'attraction moins grande que sur la Terre, sa force d'attraction est quand même beaucoup plus grande que sur la Lune. Donc, idéalement, ce serait de construire des vaisseaux soit sur la Lune ou dans l'espace. Et pour aller vers Mars, le vaisseau pourrait simplement, c'est un peu comme ça a été le cas avec les missions Apollo, on aurait un vaisseau qui viendrait se placer en orbite autour de Mars. On enverrait des explorateurs sur Mars et ces gens-là pourraient retourner dans le vaisseau. Et ce vaisseau-là, soit revenir vers la Lune ou peut-être poursuivre sa mission vers Jupiter ou Saturne et autres. Là. Voilà. Mais c'est vraiment c'est cette voie-là qu'on envisage. Et les technologies auxquelles on fait appel n'ont plus rien à voir avec celles qu'on avait dans les années 60. Mais ça ne remet pas en question le fait qu'on est allé sur la Lune dans les années 60. T'sais. Et pourquoi on a cessé d'y aller, le coût était trop astronomique et on n'avait plus le support du public pour ça. Je comprends. Est-ce que dans ta carrière, il y a un événement ou quelque chose que tu peux dire que les extraterrestres existent vraiment? Ici, ta question, elle est un peu pernicieuse. Je m'explique. L'idée, il y a quand on aborde cette question des ovnis et des extraterrestres, il faut bien comprendre que c'est deux choses qui sont différentes. C'est ça, parce que oui, moi je crois qu'il y a de la vie sur d'autres planètes. Voilà. Mais est-ce qu'ils sont venus jusqu'ici? Voilà. C'est l'autre histoire. Et tu as tout à fait raison. C'est justement la question qu'on doit se poser. Tu sais, supposons que quelqu'un dit « Ah, ben moi, je ne crois pas aux ovnis. » Ah, tu ne crois pas qu'il y a de la vie ailleurs? C'est pas ça le débat. Le débat n'est pas de savoir s'il y a de la vie ailleurs. Le débat est de savoir est-ce qu'ils sont venus ici? Est-ce qu'ils nous rendent visite? C'est ce que moi, j'appelle, dans mon langage populaire, le syndrome du kangourou. On est tous d'accord qu'il y a des kangourous en Australie. Personne ne remet ça en question. Mais si demain matin, quelqu'un me dit qu'il a vu un kangourou qui gambadait sur le pont Jacques-Cartier, je vais lui demander une preuve beaucoup plus concrète. Là. Vous direz, un kangourou sur le pont Jacques-Cartier, ça j'en doute. Et on est exactement dans cette figure de style. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? Très certainement. Je veux dire, la statistique semble aller dans ce sens-là. Même dans notre propre système solaire, on a des lunes qui sont d'excellentes candidates pour avoir des formes de vie. On pense par exemple à des lunes autour de Jupiter, je pense par exemple à Europe, ou encore la candidate la plus intéressante, c'est probablement une lune de Saturne, oui, qui s'appelle Encelade, qui crache des espèces de geysers d'eau chaude et d'eau salée. Donc on se dit en dessous de la glace, parce qu'Encelade est entourée de glace, on se dit qu'en dessous de la glace d'Encelade doit avoir des océans. Et à partir du moment où tu as des océans, de l'eau à l'état liquide, tu as les prémices de la vie. C'est un élément essentiel au développement de la vie. Et on sait que les acides aminés, qui sont les premières briques de la vie, on en trouve sur des météorites qui tombent sur Terre. Donc, ces acides aminés semblent exister partout dans l'univers. Si ces acides aminés se trouvent dans une soupe qui permet de se développer, comme ça pourrait être le cas dans les océans d'Encelade, là, à ce moment-là, des formes de vie pourraient exister. Fait que s'il y en a sur notre propre système solaire, les chances qu'il y en ait dans d'autres sont assez élevées. Tout à fait. La question, c'est maintenant, est-ce que cette vie, elle est intelligente? Ça, on n'a pas de réponse à ça. C'est facile de penser ça, de dire « Ah, il doit y avoir plein de civilisations. » Ça, c'est pas si certain que ça. Qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers, certainement. De la vie intelligente. Ça, on n'a pas vraiment de bons modèles pour développer ça. Et je te dirais que même sur le plan au niveau des astrophysiciens, il y a un gros débat là-dessus. On est d'accord que la vie intelligente doit apparaître, mais il est possible qu'elle soit partout, mais c'est possible aussi qu'elle soit tellement rare qu'elle apparaît sur une planète toutes les 100 milliards d'années. Mais comme, si on prend uniquement notre galaxie, la Voie lactée, il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Ça nous donne une idée. Ça, c'est des soleils entourés de planètes. Entourés de planètes. On sait qu'un soleil sur deux a des planètes autour. Mais si on regarde uniquement dans notre galaxie, il est possible que la vie intelligente soit partout, mais il est possible aussi que la vie intelligente soit tellement rare qu'au moment où on se parle, sur ces entre 200 et 400 milliards d'étoiles, il n'y en a qu'une seule en ce moment qui est de la vie intelligente, et c'est nous.
Il y en a peut-être eu avant nous. Il y en aura peut-être après nous, une fois que nous, on ne sera plus là, une autre étoile plus loin va. Mais il est possible aussi qu'on soit complètement isolé, là. Donc, l'idée de la vie intelligente, ça, c'est beaucoup plus difficile de déterminer son existence que la simple vie tout court. Puis s'il est trop loin, tu sais, peut-être qu'il y en a, mais qu'on pourrait jamais se rendre. C'est ça, l'accès. Là, évidemment, les amateurs d'OVNI aiment bien réinventer l'univers à coup d'hypothèses. Mais bon, les lois de la physique sont les mêmes partout dans l'univers, puis jusqu'à maintenant, personne n'a démontré qu'on peut aller plus vite que la lumière. Donc, on voit mal une civilisation qui pourrait se déplacer plus vite que la lumière, parce que pour se rendre ici, l'étoile la plus proche de nous, elle est à 4 années-lumière. Puis après ça, il faut passer à 8, 12. Là, tu dis, bon, si la civilisation qui a de la vie intelligente se trouve à 500 années-lumière, ça veut dire que même à la vitesse de la lumière, elle mettrait 500 ans à venir ici. Elle va être 500 ans à retourner chez elle. Ça commence à être compliqué. Ça commence à être beaucoup. Puis en même temps... Faut pas que tu fasses un flat en chemin. Non, puis en même temps, il faut quand même aussi penser que les problèmes auxquels nous, comme société, on fait face, il est fort probable qu'une civilisation intelligente ferait également face aux mêmes problèmes, des problèmes de surpopulation, des problèmes de nourriture, des problèmes d'énergie. Donc, est-ce qu'une civilisation, imaginons une civilisation qui vivrait à 200 années-lumière de la Terre, est-ce qu'elle aurait envie de se lancer dans une espèce d'aventure à la recherche d'une vie lointaine, alors elle pourrait prendre toute l'énergie de sa civilisation pour répondre à ses propres problèmes. Tu comprends? Donc, on mettrait de la technologie... D'autres chats à fouetter. Voilà, on a d'autres chats à fouetter. Hein. On va essayer de canaliser l'énergie de notre soleil pour donner de l'énergie aux gens qui vivent là. On va développer des stations de culture dans l'espace. Puis là, j'essaie d'imaginer là-dedans, il y en a un qui dit « Ouais, mais il y a peut-être une planète quelque part, là. » On va dire, ben là, gare, passe à autre chose, mon petit bonhomme, on a des problèmes plus importants. Un peu comme l'exemple avec la Lune puis les Américains. Voilà. Donc, la question, si j'en reviens à ta question, est-ce qu'en ce moment, là, on est en 2025, est-ce qu'il y a un seul élément qui nous permet, là, avec une assurance, de dire, voilà, on a été visité par des extraterrestres au moins une fois? La réponse, elle est non. On n'a pas cette preuve-là. Il n'y a aucune histoire d'OVNI, aucune technologie ancienne, disons-le comme ça, là, parce qu'il y a tout... dans les années 60, on a vu apparaître ce mouvement des anciens astronautes qui est encore aujourd'hui très populaire avec des séries comme Nos ancêtres, les extraterrestres, tout ça. Mais en dehors de cette interprétation, souvent un peu fantaisiste, là, il n'y a aucun élément, aucune preuve matérielle qui a jamais été proposée pour dire « Voilà, on a été visité par des extraterrestres ». Le seul moyen où tu réussis à donner vie à ces affirmations-là, c'est d'imaginer des théories du complot, toutes sortes de trucs semblables. Oui, elle existe, cette vie, mais le gouvernement nous la cache, puis on a la preuve. Mais bon, un peu comme vous aviez évoqué en début d'émission en disant « C'est quand même curieux ». Au moment où on se parle, là, on estime qu'il y a à peu près là, quelque chose comme 30 milliards, je dis bien 30 milliards d'appareils photos qui sont continuellement disponibles. Quand je parle de disponibles, j'entends les caméras qui sont installées sur les intersections routières, les caméras qui sont installées sur des devantures de commerce, par exemple, et bien sûr les téléphones portables que nous avons tous dans notre poche. Les Tesla. Et ouais. Et combien avons-nous de bonnes photographies de ces supposés ovnis? Zéro. Aucune. Puis quand on nous en montre, ben, c'est toujours les Américains qui ont filmé avec un avion une image en noir et blanc à l'infrarouge où tu vois un petit point sur un écran puis qui sac son camp. Moi, j'ai une théorie là-dessus, Christian. Ma théorie, c'est que, mettons, là, dans les années 60-70, peut-être que les extraterrestres, ils voulaient venir sur la planète pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passait. Mais qu'est-ce qui dit que s'ils sont assez évolués pour venir sur la planète, ils peuvent se connecter à notre Wi-Fi, là, ils vont rentrer dans ton cell, puis ils vont être capables de te voir, ils ont plus besoin de faire la route, là. Mais ce que tu dis, c'est également une réflexion qui est très intéressante, parce que l'idée des extraterrestres qui nous rendent visite, hein, c'est une idée qui est née comme dans la science-fiction, les années 50, les années 60. Puis on envoyait, nous, des hommes sur la Lune. Mais maintenant, on voit, là, on est quand même une technologie là, qui est quand même pas... Tu sais, l'évolution, notre technologie, là, elle n'a à peu près que 150 ans d'âge. Là, hein. Il y a 150 ans, là, je veux dire, ça a été le début de l'industrialisation, l'apparition des machines. Hein, donc, on a une Dans 1000 ans... Donc, bon. Et on se dit, gars, on a une technologie qui a à peine
150 ans. Et aujourd'hui, quand on parle d'aller visiter des planètes, on ne parle même pas d'envoyer des gens. Pourquoi envoyer des gens? Quand on est allé explorer Saturne, on est allé explorer Jupiter ou bientôt Vénus, pourquoi prendre le risque d'envoyer des humains? Pourquoi investir dans un coût astronomique alors qu'une sonde pourrait faire ça? Donc, au moment où on se parle, pourquoi des extraterrestres enverraient-ils des vaisseaux habités? Avant d'arriver à des vaisseaux habités, quand on est allé sur la Lune, on n'a pas envoyé des vaisseaux habités en premier, on a envoyé des sondes qui ont pris des photographies, qui se sont posées sur la surface de la Lune. Donc, au moment où on se parle, avant de voir des ovnis, on devrait être envahi par des sondes d'exploration qui, elles, vont envoyer des messages Wi-Fi aux extraterrestres puis lui dire, finalement, il y a de la vie, vous pouvez venir, c'est intéressant. Donc, on a une espèce d'un paradoxe ici, quand on le compare même à notre technologie. Nous, on ne ferait pas ça. Alors, à plus forte raison, une civilisation qui aurait 1000 ans d'avance sur nous, pourquoi ferait-elle ça? Il y a comme une espèce d'absurdité là-dedans qui nous dit qu'on a l'impression plutôt d'assister à une science-fiction des années 50 plutôt qu'à une réalité scientifique objectivable. Alright, petite intermission dans le chat. On espère que vous appréciez l'épisode avec Christian Page. Nous autres, on a été fascinés par tous les sujets de discussion. On a vraiment aimé l'entrevue, mais là, on était dû pour parler de cul. Fait que c'est le temps de se donner un petit cadeau. Eros, mon Frank. Ouais, c'est difficile de parler de cul quand on parle d'OVNI, puis il est tellement intéressant que on voulait pas trop le déranger puis qu'il y ait des idées qui se mettent à le faire bander. Non, c'est ça, là, tu sais, il est tellement focus dans son affaire, là, on n'est pas pour lui donner un déshabillé complètement sexy, là, on pourrait le perdre. On veut pas le perdre, il est intelligent. T'sais. Fait que j'ai un cadeau pour toi, le beau-frère. C'est un cadeau pour toi? Ben ouais, je pense. C'est un cadeau pour toi. Fait que t'es en couple, c'est rendu que tu montes ta blonde sur les réseaux, toi. J'ai fait un carrousel de photos sur Instagram. Si vous voulez voir, sa blonde ressemble à quoi? Ouais, là, on fait une plug. Mais ouais, j'ai décidé de faire ça. Tu sais, je me suis dit que j'étais rendu là. Oh boy! C'est vrai. Bon, ben ça, parfait. Je suis bien on avec ça. Fait que t'as un déshabillé sexy qui va... Dans le fond, c'est un cadeau pour ta blonde. C'est un cadeau, c'est pour te gâter, toi. Pour moi, ouais, c'est plus... ouais, j'avoue. Ouais, je le prends pour moi. En tout cas, moi, ça me fait bien plaisir. Puis, si jamais le public veut se faire plaisir de même, c'est quel code qu'ils utilisent? Avec le code BREAK15, t'as 15% de rabais sur tout pour te pomper le manchon, pour t'acheter un kit de strap, pour t'acheter du lubrifiant. On n'en parle pas assez, mais le lubrifiant, c'est important parce que ça a l'air qu'il y en a un qui s'est redéchiré le break puis qui a pas mis assez de lubrifiant, le beau-frère. Ouais, mais là, c'est dans le passé. Là c'est revenu. C'est revenu, là? Là, c'est revenu. Ouais, ça fait quelques mois que je me l'ai répété. Puis, je pense que je vous avais mis au courant dans le chat. Ouais? Je pensais qu'on n'avait pas parlé. Dans l'épisode avec Livia Martin, je pense qu'on avait parlé. Bref, je me souviens plus trop par cœur, mais on avait... Mais là, tout va bien. Mais oui, le lube, c'est vraiment quelque chose... Ça, j'en reparle. C'est comme, tu sais, pour la consommation, ces affaires-là, faut en reparler. C'est important. Pour de vrai. T'es un expert du pétage de break. Je suis un expert, puis c'est vraiment de la merde quand ça arrive. C'est pas le fun. Là, t'es pogné sur le banc de pénalité pendant genre 3 semaines. Fait que je le recommande à personne. Avec du lube, j'ai jamais eu de problème. Fait qu'il a utilisé ça. Utilise Break 15, puis sauve-toi ton petit ligament de pénis. C'est pas fait fort, ça. Bref, bon podcast avec Christian Page. Est-ce que tu as déjà travaillé sur une histoire d'extraterrestre qui serait venu sur la planète que tu as trouvé crédible, que tu étais comme celle-là, je suis pas capable de dire que c'est pas vrai? Peut-être pas d'extraterrestres, mais des histoires d'ovnis qui donnent des mots de tête. Puis tu dis, bon, OK, je sais pas ce que c'est. Pour moi, là, je devais en prendre une sur laquelle j'ai enquêté puis pour laquelle je n'ai jamais trouvé d'explication. C'est une histoire qui est quand même considérée comme un classique au Canada. Hein? On est en mai 1967. Donc, à ce moment-là, rappelons-nous, mai 67, c'est une époque où on n'a pas encore envoyé des hommes sur la Lune, mais la conquête de l'espace est bien amorcée. Là. On a envoyé, en 1961, on a envoyé un homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Et là, déjà en 67, on va envoyer d'ailleurs, on se prépare à envoyer un vaisseau autour de la Lune. Et puis, l'année suivante, 69, ça va être le débarquement de Neil Armstrong. Donc, on est là, puis on sait que les Soviétiques aussi mettent les bouchées doubles pour être les premiers à aller sur la Lune. Et puis, en mai 1967, il y a une très curieuse histoire qui va se produire au Canada.
on a un type qui s'appelle Stéphane Michalak. Stéphane Michalak, c'est un individu qui travaille, son métier, c'est, il est mécanicien industriel. Il habite à Winnipeg, au Manitoba. Et sa passion, c'est la prospection minière. C'est un type qui a survécu au camp nazi durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un Polonais d'origine. Et donc, il vit au Canada et il a une petite famille. Et puis, donc, ce week-end-là, le week-end du 20 mai 1967, il quitte Winnipeg le vendredi. Il prend un autobus qui l'amène tout près de la frontière entre le Manitoba et l'Ontario, un endroit qui s'appelle Falcon Lake. Falcon Lake, c'est un endroit qui est une destination très importante pour les gens qui aiment faire de la voile, du ski nautique et autres. Et on est au tout début de la saison estivale. On est en mai, on a des belles journées, puis là, déjà, les gens commencent déjà à sortir leurs bateaux de plaisance, tout ça. Donc, il arrive dans cette journée du 19 mai, il arrive donc à Falcon Lake, il loue une chambre d'hôtel, d'un motel, d'ailleurs sur le bord de la Transcanadienne, et il se prépare dès le lendemain, le 20, à partir en prospection minière, ce qu'il fait. Donc, on s'imagine, le 20 au matin, dès les premières aurores, son sac à dos, il s'enfonce dans la forêt, et c'est un parc national qui est là, qui est le parc de White Shell. Et à un moment donné, vers l'heure du midi, il a trouvé d'ailleurs, en faisant de la prospection, on peut s'imaginer, cette espèce de lunettes, là, ses goggles, puis ses gants, puis son petit marteau là, pour cogner sur la pierre. Et vers l'heure du midi, il a trouvé une pierre avec une veine de quartz qui est prometteuse, donc il travaille autour de ça. Et comme c'est l'heure du midi, il décide de se restaurer. Et à ce moment-là, il entend un bourdonnement en l'air. Il lève les yeux, il voit deux objets qui ressemblent un peu à des disques. Au début, il dit qu'ils ressemblaient un peu à des cylindres parce qu'il les voyait de côté, mais là, ces deux objets-là arrivent au-dessus de lui, et là, ils ont plutôt l'aspect de deux soucoupes, des disques. Ils ont une espèce de couleur rougeoyante, un peu comme du métal chauffé. Et l'un de ces objets va se poser tout près de lui, là. Il est à une vingtaine de mètres de l'objet, là. Lui est caché derrière son rocher, il voit cet objet-là qui se pose. L'autre objet reste en l'air pendant un instant, et puis il s'éloigne. Donc là, il y a cet objet qui s'est posé. Et au moment où l'objet s'est posé, il a repris une teinte, disons, métallique, là, argentée. Donc il voit, et ça ressemble à une espèce de deux bols renversés l'un sur l'autre, avec une espèce de dôme. Et quand il regarde le dôme, sur le long du dôme, il y a une série d'ouvertures qui ressemblent à des traits, d'où émane une lumière violacée. Et il voit également sur le côté de l'objet, il y a comme une espèce de grille qui ressemble à une grille de ventilation, d'où il y a aussi cette lueur violacée qui semble sortir de la grille. L'objet ne fait pas de bruit, il est là, posé sur un rocher à quelques dizaines de mètres de lui. Et Stéphane Michalak a le temps, là, il est assis, il regarde l'objet, il a le temps de le dessiner, là, il sort son petit calepin, il le dessine. Et puis à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre sur le côté de l'objet. Ça ressemble un peu à l'iris d'une caméra, les anciennes caméras argentiques, là, un peu comme une fleur qui s'ouvre. Et là, quand il voit ça, il sent une odeur de caoutchouc brûlé. Il croit jamais, Stéphane Michalak ne va penser à des extraterrestres ou quoi que ce soit, là. Lui, quand il voit ça, pourquoi j'ai insisté sur le fait qu'on est à l'époque de la conquête de l'espace, il a vu dans les journaux des vaisseaux, on annonce qu'on va aller sur la Lune. Lui, il se dit que ce qu'il voit là, c'est probablement un vaisseau lunaire, là. On est en train de faire des pratiques avec un vaisseau, là, puis là, c'est un vaisseau de ça. Alors, il décide de sortir de son abri et il s'approche de l'objet. Et Stéphane Michalak, comme j'ai mentionné, il est polonais. Donc, il parle le polonais, bien sûr. Il parle le russe, parce que, bon, la plupart des Polonais parlent également le russe. Il parle l'ukrainien aussi. Et comme il a été dans les camps de concentration, il parle le français et l'anglais aussi. Et là, il vient au Manitoba. Donc, il sort de sa cachette. Et le polyglotte Stéphane Michalak s'adresse au début à l'objet. Il parle, il dit « Hey, Yankee Boys, avez-vous des problèmes? » Pas de réponse. Il repose la même question en français, en ukrainien, en allemand. Pas de réponse. Donc, il approche de l'objet. C'est un objet, lorsqu'il est juste à côté, c'est un objet comme il n'en a jamais vu. Il n'y a pas de boulon, pas de lien de soudage, rien de ça. Et c'est quand même un mécanicien industriel. Il a vu beaucoup de machinerie. Mais une machine comme celle-là, il n'en a jamais vu.
Il se rentre la tête à l'intérieur de l'objet, puisque la porte est toujours ouverte, et là, il constate que le mur est très épais, le mur qui sépare de l'intérieur de l'objet. Mais à l'intérieur de l'objet, il y a toute une lumière violacée, comme celle qu'il a observée plus tôt, qui semblait sortir de la grille de ventilation ou par les fentes sur le dessus. Mais c'est tellement lumineux qu'il doit rebaisser ses lunettes sur ses yeux pour se protéger, mais c'est encore trop lumineux pour distinguer des détails à l'intérieur. Il fait un pas de recul et, impressionné par l'objet qui est devant lui, il y a quand même des gants qu'il utilisait pour faire la prospection. Ce sont des gants en tissu et les embouts sont en caoutchouc. Et il touche à l'objet. Et en touchant à l'objet, les embouts de caoutchouc de ses gants se mettent à fondre. Et à ce moment-là, au même moment, est-ce que c'est une réaction volontaire? Est-ce qu'il a déclenché un mécanisme? Et la porte se referme. L'objet, la base de l'objet se met à pivoter et la grille qu'il avait vue plus tôt, cette fameuse grille de ventilation, se place devant lui. Et là, il y a un souffle d'air chaud qui est éjecté par la trappe qui met le feu à ses vêtements à lui, là, à Michalak. Donc lui, il se roule dans l'herbe pour éteindre le feu qui est sur ses vêtements. Et le temps de se relever, l'objet a déjà commencé à s'élever du sol. Il monte dans le ciel et puis il s'éloigne, puis il va disparaître. Michalak est pris de nausée à ce moment-là. Il est malade, il va vomir à quelques reprises. Et là, donc, il décide de retourner au fameux motel. Donc, il arrive au motel, on est en fin d'après-midi. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'il va se faire arrêter par... comme il marche en titubant le long de l'autoroute en se dirigeant vers le motel, on a l'impression qu'il est ivre. Il y a une voiture de la GRC qui va l'arrêter. Donc, et le policier lui demande « Ça va bien, monsieur? » Puis il dit « Oui, ça va bien. » Il est, disons, très limité dans ses commentaires. Puis en même temps, il faut comprendre, hein, c'est un type qui a vécu les camps de concentration. Pour lui, les autorités, la police, tout ça, on ne parle pas à ça. Donc, il est très limité dans son discours, mais on sait, on a quand même un rapport de police les policiers ont dit on a arrêté un homme sur le bord de la route qui était titubant. Donc, Michalak rentre au motel et immédiatement, il va téléphoner à sa famille, à son fils, puis il dit... il lui dit, j'ai eu un accident d'avion. C'est la réflexion. L'objet qu'il a vu, lui, il qualifie d'avion. C'est un accident d'avion. Puis il dit, je me sens pas bien. Je vais retourner à Winnipeg. Donc, il s'entend avec son fils. Sur le coup de 19 ou 20 heures, il débarque à Winnipeg avec l'autobus. Et il est très malade à ce moment-là. Son fils l'amène immédiatement à l'hôpital. Et à l'hôpital, on va diagnostiquer qu'il a été irradié. Et on voit, lorsqu'on lui enlève ses vêtements, on voit sur sa poitrine... Il y a l'image de la grille est restée imprimée, c'est-à-dire que la grille, c'était comme des trous ronds. Là. Bien, il y a des ronds brûlés sur l'abdomen. Et le médecin conclut que c'est une irradiation. Donc, éventuellement, Michalak devra subir des traitements pour irradiation. Il devra aller d'ailleurs dans une clinique à Rochester, du côté des Américains. Donc, il va payer de ses propres deniers ce traitement-là. Son histoire, évidemment, elle va être communiquée. Donc, il va y avoir 2 enquêtes qui vont être menées, une par la Gendarmerie royale du Canada, une autre par l'Armée canadienne, qui vont retrouver l'endroit où Michalak disait avoir vu son objet. Là. Il y a des photos qui ont été prises, on voit le rocher, puis on voit qu'il y a une espèce de lichen sur le rocher qui a été abîmé là, par le contact de l'objet. L'endroit sera d'ailleurs interdit pendant quelques semaines par les autorités canadiennes. On va noter une légère radioactivité. Mais on ne trouvera jamais d'explication. Et je n'en ai pas non plus. Je n'ai aucun doute, pour avoir enquêté sur cette histoire-là. Malheureusement, Michalak est mort au milieu des années 90. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Mais j'ai rencontré toute sa famille. Je suis allé chez eux, j'ai rencontré la famille. On a longuement échangé les coupures de presse, plein de documents. Je suis allé à quelques reprises à l'endroit où Michalak a vu l'objet. J'ai eu accès à toutes les données, là, les rapports de la GRC, les rapports de l'armée canadienne et du ministère de la Défense. Je n'ai aucun doute que Michalak a vu ce qu'il décrit avoir vu. L'idée de la supercherie, pour moi, elle est tout à fait exclue. Mais je n'ai aucune idée de ce que Michalak a vu. Lui-même, d'ailleurs, jusqu'à son décès, ne dira jamais qu'il a vu un vaisseau extraterrestre. Pour lui, d'ailleurs, c'est amusant, quand il se présente à l'hôpital également, la première chose qu'il dit au médecin de garde, il dit « J'ai été victime d'un accident d'avion ». Il raconte qu'il a vu un drôle d'avion puis qu'il a touché à l'avion. Donc, il va toujours un peu maintenir cette histoire-là. Et l'objet qu'il a vu, si on se dit « Bon, c'est pas un engin extraterrestre, c'était peut-être un objet secret militaire », il faut quand même se dire que depuis 1967,
on n'a jamais vu sortir de l'arsenal militaire canadien ou américain un objet ressemblant de près ou de loin à celui observé par Michalak. Donc, qu'est-ce que c'était? J'en ai pas la moindre idée. Donc, si on me pose la question d'une histoire d'OVNI pour laquelle je suis complètement largué, l'histoire de Stéphane Michalak, pour moi, c'est l'histoire qui me largue complètement. Je n'ai pas la moindre idée de ce que peut observer Michalak. Ah, c'est fascinant. Puis Michalak, il pouvait-tu... Tu sais, il marchait en titubant, ils ont pensé qu'il était sous. Oui, il pensait pouvait-tu qu'il était être gelé, tu sais? Il aurait pu prendre... Non, d'ailleurs, il y a les critiques, par exemple, il y a un agent de l'armée canadienne, le sergent... c'est le sergent Bisky, qui lui essayait de discréditer Michalak. Il raconte l'histoire, puis il dit et en fouillant, il découvre que la veille, Michalak, quand il est arrivé au motel le 19 mai, le soir même, il est allé au restaurant, il a consommé 2 bières. Donc là, il essaie de le discréditer en disant le vendredi, il a pris 2 bières. Il a pris 2 bières le vendredi, puis là, on est un incident qui se passe 24 heures plus tard. 2 bières, si tu commences à avoir des secoupes volantes après 2 bières, je sais pas ce qu'ils ont mis dans ta bière, mais c'est bon stock. C'est du bon stock. Là. Donc, non, il n'y a pas ces éléments-là, on n'a rien. Là. Évidemment, à l'époque, il est clair qu'il ne consommait aucune substance récréative, il n'a pas consommé d'alcool. Puis Michalak n'a jamais changé sa version de l'histoire, c'était celle-là. Il a publié, encore une fois, les critiques disent mais il a publié un livre. Il faut faire attention parce que le livre qu'il a publié, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Là. Michalak, il y avait un ami qui travaillait en imprimerie. Et à partir du moment où son histoire a été connue dans les journaux, les journalistes venaient cogner à sa porte puis ils voulaient avoir son histoire, sa version de l'histoire. Fait que finalement, comme il y avait un ami qui travaillait en imprimerie, il a fait imprimer une série de une petite monographie, une dizaine de pages qui raconte son histoire. Et on donnait ça aux journalistes, puis on vendait ça peut-être une pièce pour avoir l'histoire comme ça. Mais c'est pas un truc, c'était pas une entreprise commerciale. Là, c'était vraiment... Faire du cash ou avoir de la célébrité. Puis après ça, Michalak s'est toujours tenu loin des médias avec cette histoire-là. Et il a accepté, de mémoire, c'était en 91 ou en 93. Il était malade et âgé à ce moment-là. Et aux États-Unis, on avait une série qui s'appelait Unsolved Mysteries. Unsolved Mysteries avait demandé à faire une entrevue avec Stéphane Michalak, ce qu'il avait refusé au départ. Mais ses enfants et ses petits-enfants ont insisté pour qu'il donne cette entrevue-là. Et c'est la seule entrevue que l'on a de lui. Donc, il a accepté, il a donné cette entrevue-là. Il raconte dans ses mots cet objet curieux qu'il a vu. Et puis, ça s'est arrêté là. Il est décédé peu après cet événement-là. Et il est intéressant de noter, en 2017, de mémoire, 2017, la monnaie royale canadienne ont commencé à frapper des pièces de monnaie à l'image d'histoires d'OVNI qui ont marqué l'histoire canadienne. Et la première pièce de monnaie, des pièces de 20 $ en argent, la première pièce de 20 $ qui a été frappée, c'est à l'effigie de la rencontre de Stéphane Michalak. C'est une pièce qui vaguement, par sa forme, rappelle une tête de petit gris d'extraterrestre. Là. Et si on l'éclaire avec la lumière noire, là, avec une blacklight, on peut faire ressurgir une image d'OVNI. Là. Mais la pièce était dédiée à l'observation de Stéphane Michalak. Et ça demeure, à mon avis, non seulement c'est sans aucun doute la meilleure histoire d'OVNI jamais rapportée au Canada, mais je te dirais, dans les 5 observations d'OVNI de tous les temps, là, de 1947 à aujourd'hui, là, je te dirais que c'est une des 5 meilleures histoires d'OVNI de tous les temps, pour lesquelles la fraude est exclue, ou à peu près exclue, parce que la fraude n'est jamais tout à fait exclue, mais on peut dire que dans ce cas-là, elle est à peu près exclue, et pour laquelle on n'a toujours pas d'explication. Okay. Mais ça ne nous force pas à accepter que c'était des extraterrestres. On s'entend bien là-dessus. Pour dire c'est des extraterrestres, il faudrait avoir une preuve supplémentaire pour dire, OK, on a un morceau de l'objet ou on a un morceau d'un cadavre ou quelque chose. On n'a pas ça, là. Ici, on a un témoignage, une histoire extraordinaire, des évidences circonstancielles, un dessus de pierre un peu endommagé, les brûlures sur le corps de Michalak, qui d'ailleurs revenait de manière cyclique. Il s'est fait soigner et presque chaque année, pendant une quinzaine d'années, à la date à peu près anniversaire de sa rencontre, il y avait à nouveau une éruption cutanée qui se faisait sur son abdomen qui rappelait vaguement les ronds laissés par la fameuse grille de l'OVNI qui réapparaissait. C'est intéressant tout ça. Moi, j'avais des questions sur la théorie du complot. Tu sais, il y a Kennedy, s'est fait assassiner, mais par qui? Mais plus récemment, Donald Trump, il s'est fait tirer. C'est une théorie du complot. Il s'est-tu organisé ça?
C'est quoi tes pensées là-dessus? Les théories du complot, c'est c'est un monde en soi, hein. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que moi, j'ai écrit un livre sur les théories du complot. Et parce que, bon, évidemment, dans l'univers du paranormal, on côtoie quand même un peu les théories du complot. Elles sont toujours un peu... On devait évoquer, est-on allé sur la Lune? Alors, déjà, ça, c'est une théorie du complot en soi. Mais c'est vrai que puis les ovnis, hein, est-ce que le gouvernement nous cache des ovnis? Est-ce qu'ils ont des ovnis dans des laboratoires, dans des hangars, des cadavres d'extraterrestres? Bon, il y a tout... on est dans l'univers du paranormal, beaucoup de sujets paranormaux flirtent avec les théories du complot. OK. Puis évidemment, dans les théories du complot, ben, la mère de tous les complots, c'est bien sûr l'assassinat de JFK en 1963. Est-ce qu'il a été assassiné par un tireur isolé? Est-ce qu'il a été victime d'un complot avec plusieurs tireurs, etc. Il faut savoir qu'au moment où on se parle, cette théorie-là, elle est née d'ailleurs dès le lendemain, hein. Kennedy a été abattu le 22 novembre 63. Et dans les jours qui ont suivi, les théories du complot ont commencé parce que, bon, si on rappelle rapidement les faits, le 22 novembre 63, il est abattu à 12h30. Et donc, on l'envoie. Au moment où il traverse Dallas, hein, il arrive à un endroit qui s'appelle le Dealey Plaza. Il est abattu. Les gens qui sont sur place ont l'impression que les coups de feu sont tirés depuis un édifice adjacent, qui est un gros entrepôt, là, le dépôt de livres scolaires du Texas. Ils ont l'impression que les coups de feu viennent de là. Kennedy est amené immédiatement à l'hôpital Parkland, où on va déclarer qu'il est décédé, finalement. On voit aisément, parce qu'il y a il y a un cinéaste amateur qui a filmé, hein, qui était bien placé, qui a filmé l'assassinat de Kennedy. Un film qu'on appelle le film Zapruder, où on voit littéralement la tête de Kennedy exploser, là. Donc, à ce moment-là, dans les heures qui vont suivre, il y a des théories du complot qui vont commencer à circuler, mais 2 heures après l'assassinat du président, on va déjà arrêter un individu. Il s'appelle Lee Harvey Oswald. Il travaillait au fameux dépôt de livres en question. Il était propriétaire d'une carabine, d'une Munlinchar Carcano. C'est la carabine qu'on va retrouver d'ailleurs au 6e étage du dépôt de livres, la carabine qui a servi à battre Kennedy. Et puis, tout dans les comportements de ce Lee Harvey Oswald le pointe du doigt comme étant l'assassin du président Kennedy. C'est un partisan notamment des communistes. Il a été en Union soviétique pendant un temps. Il a d'ailleurs épousé une femme en Russie avant de revenir aux États-Unis. Il milite dans les rues, il distribue des tracts pro-castristes. Il en veut à l'administration américaine d'avoir fait un blocus contre Cuba, là. Donc, c'est un individu qui le place, là, qui le met dans les eaux d'être un bon candidat pour être l'assassin du président. Il y a une commission d'enquête qui est commandée immédiatement par le nouveau président, parce que dès que Kennedy meurt, c'est le vice-président qui devient le président, et c'est Lyndon B. Johnson, à ce moment-là, qui va demander une commission d'enquête. Elle va être menée par un juge de la Cour suprême des États-Unis, Earl Warren. C'est la commission Warren. Et donc, en septembre 1964, donc à peu près un petit peu moins d'un an après l'assassinat de Kennedy, il rend public la commission d'enquête publie ses résultats. Et pour elle, il est clair que Lee Harvey Oswald, c'est l'homme qui a abattu le président Kennedy. Il l'a fait depuis le fameux dépôt de livres en question, derrière une fenêtre. Et on n'a rien trouvé qui permettait de croire qu'il y avait eu d'autres tireurs ou non plus de croire que Oswald avait agi dans l'intérêt d'un groupe quelconque, là, qu'il était un rouage d'un complot. Ça semble être un individu solitaire qui a décidé de commettre ce crime-là. Et donc, à partir de là, toutes les théories du complot ont été avancées. Non, il y avait plusieurs tireurs, il y avait une balle magique, puis là, on a raconté plein de trucs autour de ça, puis là, on a accusé la CIA, les services secrets américains, la mafia, les Russes, nommez-les. À peu près, je pense que tout le monde a été ciblé. Au moment où on se parle, tous les documents sur l'assassinat de JFK ont été rendus publics. Après l'assassinat de Kennedy, c'est vrai que beaucoup de ces documents-là avaient été gardés secrets. Puis quand c'est secret, bien évidemment, c'est la porte ouverte aux théories du complot. Si c'est secret, ils ont sûrement quelque chose à nous cacher. Et donc, éventuellement, tout l'ensemble des documents sur l'assassinat du président Kennedy devait être rendu public pour 2045. Mais à la fin des années 90, de mémoire, je pense en 98 ou 97, il y a eu un film d'Oliver Stone qui s'appelle JFK, qui met en vedette Kevin Costner. Et ce film-là, bon, reprend les grandes lignes de l'assassinat Kennedy, mais en y allant un peu dans la théorie du complot, là. Et ce film-là a eu un tel impact
que des gens, au lendemain de la sortie du film, des gens ont écrit au département de la justice aux États-Unis, on voulait avoir accès au dossier Kennedy. Qu'est-ce que vous avez à nous cacher? S'il n'y a rien à cacher, pourquoi le cacher? Et finalement, avec l'autorisation de la famille de Kennedy, parce que, bon, Kennedy avait des enfants et de la parenté, ces gens-là avaient demandé à ce que ces dossiers-là soient gardés secrets jusqu'en 2045. Mais avec l'autorisation de la famille, on a accepté que ces dossiers-là soient rendus publics plus rapidement. Donc, à partir de, grosso modo, il y a eu une nouvelle loi qui a été votée pour la publication de ces dossiers-là. Et sous l'administration de Bill Clinton, on a adopté cette loi-là. Et déjà, sous Bill Clinton, on a commencé à rendre public certains de ces dossiers-là. Ça s'est poursuivi sous les administrations successives. Obama, Biden, Trump également, premier mandat de Trump, on a commencé à rendre public. Et les derniers documents, les quelques derniers documents qui restaient ont été rendus publics en début d'année avec la nouvelle administration de Donald Trump. Au moment où on se parle, là, on est à quelque chose comme 6 millions de pages de documents qui ont été rendus publics sur JFK. Il n'y a plus, là, à moins de gratter un fond de tiroir, là, il n'y a plus de dossier nulle part. Évidemment, pour les complotistes, très important de mentionner que pour un complotiste, il y a toujours une fuite en avant. Donc, si on n'a pas le document, c'est qu'il doit exister quelque part, puis il doit être caché, secret, d'une base souterraine. Bon. Mais au moment où on se parle, là, si on fait preuve de bon sens, tous les documents sur JFK, tous ces documents-là ont été rendus publics, et tous ces documents-là vont tous dans le même sens. Le président Kennedy a été abattu par un tueur solitaire qui était Lee Harvey Oswald. Point barre. Les documents qu'on a essayé de nous cacher, qui ont été rendus publics récemment, qui étaient associés à l'assassinat de Kennedy, parlaient d'autre chose. Mais on comprend pourquoi on a voulu les rendre secrets. Je te donne un exemple assez simple. Au moment où Kennedy va être abattu, Lee Harvey Oswald, juste quelques jours avant, quelques semaines avant, est allé au Mexique et il a demandé un visa pour aller vivre à Cuba. Et à ce moment-là, ce visa-là lui a été refusé parce qu'au Mexique, on lui a dit que pour avoir un visa pour aller à Cuba, il fallait avoir une autorisation des Russes. Et il n'a pas obtenu cette autorisation-là des Russes pour obtenir un visa vers Cuba. Finalement, il est retourné aux États-Unis. Au même moment où ça se fait, la CIA, on va le découvrir par la suite, la CIA travaille un projet qui s'appelle le projet Mangouste. Et le projet Mangouste vise à faire abattre Fidel Castro, qui est le président de Cuba. Et on se trouve ça étrange qu'au moment où la CIA cogite à ce plan-là de faire abattre le président Castro, que cet individu un peu étrange qui part, qui va au Mexique, demande un visa pour Cuba, son visa refusé, on se pose la question, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que ce gars-là est au courant du plan secret de la CIA? Donc, on veut le savoir. Donc, on va enquêter sur Lee Harvey Oswald. Ça n'a rien à voir avec l'assassinat du président Kennedy, mais là, on a comme deux histoires qui vont se chevaucher. Et si je rends public, même si je te dis l'histoire du visa de Lee Harvey Oswald à Cuba, il y a eu une enquête menée, puis finalement, ça n'a rien à voir, je ne peux pas le rendre public, ce document-là, parce que ce même document-là, dans le paragraphe d'en dessous, je te parle du projet Mangouste. Hein? Le paragraphe d'en dessous, c'est la demande de visa de Lee Harvey Oswald montre qu'il n'était pas au courant du projet Mangouste. Mais si toi, tu lis ce document-là, tu dis, c'est quoi ça, le projet Mangouste? Et là, éventuellement, ça nous envoie plus loin. Donc, c'est la raison pour laquelle les services de renseignement avaient gardé confidentiel plein de documents, non pas parce qu'il y avait de l'information qualitative sur l'assassinat de Kennedy, non pas parce qu'il y avait de l'information qualitative sur Oswald, mais parce qu'entre les branches, entre les lignes, on évoquait d'autres programmes, d'autres activités des services de renseignement, et c'est ces éléments-là qu'on ne voulait pas rendre publics. Mais au moment où on se parle, tous les documents ont été rendus publics, et rien ne permet de croire que Kennedy a été victime d'un complot. Mais évidemment, si toi, tu fais partie de ceux qui adhèrent aux théories du complot, mon discours ne changera strictement rien. Ouais, je comprends. Moi, quand j'ai écrit ce livre-là, mentionner que quand j'ai écrit ce livre-là sur les théories du complot, je n'étais pas très intéressé. Le complot, sur une base personnelle, ça m'intéressait. Mais je n'étais pas intéressé de publier quelque chose sur les théories du complot. Pour la simple et bonne raison que j'ai côtoyé les gens qui adhèrent aux théories du complot. Et passe-moi l'expression, ces gens-là sont complètement crackpots. Tu sais, je veux dire,
Et ils sont même dangereux, tu sais. Et C'est un rabbit hole aussi. Ouais, là, absolument. Tu crois une, puis là, il y a un Il y en a un autre, autre, puis là, tu deviens... T'es un agent à la solde des merdias, puis tu fais de la désinformation, puis là, ça n'en finit plus, là. Et je pensais pas me mettre le pied dans un traquenard semblable. Moi, quand mon éditeur me dit, Christian, tu as une connaissance encyclopédique sur les théories du complot, ça serait intéressant que tu fasses un livre sur le sujet. J'ai accepté, sans penser plus loin. Donc, je fais ce livre-là sur les théories du complot. Il est publié. Mais après que le livre a été publié, j'ai reçu des menaces à mon travail, etc. Même un point tel qu'au 98.5, où j'animais, j'ai une chronique, la direction a dû informer les gens à l'accueil que s'il y avait des gens un peu louches qui venaient me parler, que je n'étais pas dans la station, etc. Parce que des gens m'avaient menacé de s'en prendre physiquement à moi parce que je disais qu'il n'y avait pas de complot dans l'assassinat de Kennedy, non sur le World Trade Center, c'était des avions qui avaient frappé le World Trade Center, ou non, les chemtrails n'existent pas. Bref, des théories du complot qui sont excessivement populaires. Et ces gens-là, ben, pour eux, j'étais comme un individu qui mentait au public en racontant n'importe quoi, parce que eux, bien sûr, ils ont la vérité. C'est comme une religion, quasiment. Là, ils sont investis, leur courant de pensée. Tu as tout à fait raison. On retrouve dans les théories du complot les mêmes mécanismes qu'on retrouve dans les mouvements sectaires. Dans les mouvements sectaires, ce qui les motive, c'est qu'ils ont un gourou. Le gourou a un discours et eux ont le sentiment d'être privilégiés. J'ai un privilège, je suis aux côtés de mon gourou qui me raconte une histoire et ils ont envie de le faire savoir au reste du monde. Donc, on les retrouve sur des coins de rue à distribuer des tracts. Réveillez-vous, ayez la vérité. Moi, je le sais, j'ai le privilège d'être avec mon gourou et j'ai le besoin, presque un besoin évangélique, de distribuer cette information au monde. Les théories du complot, on est exactement dans la même mécanique. On a des gens, là, ils n'ont pas un gourou, mais ils ont une idée. Ils se retrouvent dans l'Internet, par exemple, sur les médias sociaux. C'est une chambre d'écho. Chacun véhicule sa petite théorie du complot. Puis là, ben, les algorithmes t'envoient une autre vidéo YouTube où on te raconte la même chose. Ces gens-là ont l'impression d'avoir une vérité. Eux sont les éveillés, et nous, on est les moutons. Et là, ils ont le besoin de nous communiquer leur information. Mais ils n'ont absolument aucun sens critique par rapport à l'information parce qu'ils sont dans une chambre d'écho. Ces éveillés-là qui veulent être proches de leur gourou puis qui ont soi-disant la vérité, qu'est-ce qu'ils ont pour adhérer à ça ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas pour adhérer à ça? Là, tu poses une question qui fascine les sociologues, et particulièrement depuis la COVID. Là, il y a eu tous les mécanismes de la vaccination, non-vaccination. Ils vont nous injecter des puces, etc. Là, on les a tous entendus. À ce moment-là, les théories du complot, elles existaient avant. Elles existent depuis l'Antiquité, là. Les théories du complot, c'est pas nouveau, ça. Quand Rome brûlait, on accusait en sourdine les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome, ou on accusait Néron d'avoir mis le feu à Rome. Puis bon, les théories du complot existaient, là. Mais c'est vrai qu'au cours des dernières années, puis peut-être aussi avec les médias sociaux, on a vu cette vision, cet intérêt pour les théories du complot qui était comme exacerbé ou exagéré dans les médias. Et là, les sociologues ont commencé à s'intéresser, mais qui adhère aux théories du complot? Ce que l'on découvre, c'est que ce ne sont pas des imbéciles. On a tendance à des imbéciles. Non, les gens qui adhèrent aux théories du complot, non, il y a bien sûr leur lot d'imbéciles, là, mais il y a là-dedans des gens qui sont bien cultivés, des gens qui sont très politisés, qui connaissent bien les politiques, tout ça. Mais ce qui les caractérise, qu'est-ce qui caractérise les gens qui adhèrent aux théories du complot? On a une espèce de dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, c'est une paranoïa latente. Peu importe ton niveau d'éducation, peu importe ce que tu sais, les gens qui adhèrent aux théories du complot sont au départ des gens qui sont méfiants. Ils sont méfiants envers les médias, méfiants envers leurs voisins, méfiants envers leurs amis. Ils sont méfiants. Et parce qu'ils sont méfiants, bien là, rapidement, c'est un peu la porte ouverte à tomber dans le fameux rabbit hole. S'il y a une histoire pour laquelle je suis plus méfiant que les autres, bien là, je vais commencer à adhérer à ça et là, tout d'un coup, je vais tomber dans le piège. Mais c'est faux de croire que de dire que c'est des gens qui ne sont pas éduqués. Non, certains sont très éduqués, très politisés, mais ils ont ce fond de paranoïa qui alimente leur adhésion aux théories du complot. J'ai l'impression que s'il y en a une des théories qui finit par être vraie,
ben là, ça donne du pouvoir à toutes les autres théories. C'est comme, ben là, j'avais raison sur celle-là, fait que tout le reste, on se fait mentir, tout est vrai. C'est bien ce que tu dis là, et c'est intéressant de mentionner que aucune, écoute bien ça là, aucune théorie du complot entretenue par les théoriciens du complot n'a jamais été révélée par eux. C'est-à-dire que toutes les fois où on a découvert des complots, parce qu'il y en a eu des complots, parce que moi, les gens me disent « Oui, mais toi, Christian Page, tu ne crois pas aux complots. » Ben non, les complots, ils existent. Là. Je veux dire, à partir du moment où tu as deux individus qui sont dans le trafic des narcotiques, qui décident d'éliminer un concurrent, c'est un complot. Là. Il y a un complot. Des complots ou un élu qui décide de détourner des fonds publics pour mettre ça dans un compte de banque aux îles Caïmans, c'est un complot. Là. Donc, quelque part, les complots, ils existent. Mais ce n'est pas ces complots-là qui intéressent les théoriciens du complot ou les complotistes. C'est ce que moi j'appelle les super complots. Et les super complots, c'est le World Trade Center a été détruit par un inside job, on n'a pas été sur la Lune, la Terre est plate, on nous gaze avec des chemtrails. Donc ça, c'est des super complots. Et bon, les super complots, malheureusement, ça ne tient pas longtemps la route, là, pour une foule de raisons. Mais quand il y a eu des complots qui ont été révélés, c'est jamais par ces gens-là. Hein, évidemment, il n'y a pas eu de super complot non plus qui était révélé, mais quand on regarde des complots récents, par exemple, dans les années 70, il y a eu le Watergate. Le Watergate, ce n'est pas des théoriciens du complot qui ont révélé le Watergate, c'est des journalistes. Hein, c'est deux journalistes du Washington Post. Il y a eu le programme MKUltra qu'on connaît bien ici à Montréal parce qu'on a malheureusement utilisé des gens qui étaient à l'Institut, le Allen Memorial, qui est un institut psychiatrique. On a utilisé à leur insu des patients dans des expériences du contrôle de l'esprit qui étaient subventionnés par la CIA. Et donc, c'est un programme qu'on appelait le programme MKUltra. Puis ce qui est étonnant dans ce programme-là, ce qui a un peu favorisé ce programme-là d'une certaine façon, c'est que le directeur du Allen Memorial à l'époque, c'était le docteur Ewen Cameron. Et le docteur Ewen Cameron, c'est un Américain qui vivait dans l'État de New York. Donc, les sommes d'argent de la CIA n'avaient même pas à sortir du pays. Hein? Cameron recevait son argent directement de la CIA et utilisait cet argent-là pour faire des expériences sur des gens. Il bricolait un peu des écouteurs dans des cages de football, puis il faisait écouter aux gens qui avaient des troubles mentaux, des espèces de phrases à satiété, des espèces de techniques de lavage de cerveau. Mais encore là, l'histoire du projet MKUltra n'a pas été révélée par des théoriciens du complot. C'est un journaliste de New York qui a révélé ça. Puis toutes les autres histoires de complot, c'est toujours des journalistes ou des enquêteurs qui ont révélé ça, mais jamais des théoriciens du complot. De toutes les théories du complot entretenues par les théoriciens du complot, aucune d'entre elles n'a jamais été révélée. Jamais. Donc, ça nous dit un peu la problématique de leur investigation. La tentative d'assassinat sur Trump, c'est quoi qui s'est passé selon toi? C'est ça. Là, donc, on a la version officielle, donc un individu qui monte sur le dessus d'un édifice alors que Trump se prépare, puis il l'attend à l'oreille. Bon. Est-ce que... pour être honnête, c'est pas j'ai entendu la théorie du complot, parce que là, on a beaucoup évoqué dans des images, on nous montre l'oreille de Trump qui ne semble pas avoir de cicatrice. Si on avait fait, puis comme c'est un cartilage, il devrait y avoir une cicatrice. Là, puis le type, évidemment, a été immédiatement abattu par les services secrets. L'a-t-il été, ou est-ce que c'est un bouc émissaire? Donc, j'ai entendu ces théories-là. Mais j'avoue personnellement ne pas m'être intéressé vraiment à ces questions-là. Mais j'avoue que je me méfie toujours des théories du complot entretenues par des théoriciens du complot. C'est-à-dire, mais où sont les preuves? Puis à un moment donné, une photo qui nous montre que le type, il manque pas, il n'y a pas un cartilage de l'oreille qui a sauté, ou on voit un gars dans une foule avec des lunettes fumées qui ressemble au gars qui était dans le métro avec des lunettes fumées. C'est souvent des espèces de raccourcis. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Une investigation ou une investigation policière, ça fonctionne pas de cette manière-là. Il faut des éléments concrets qu'on peut établir, la pertinence, la causalité de ça a été fait, et voici le résultat de ça. Ce qu'on n'a pas. Comparer des photos, puis des vues de l'esprit, c'est pas des preuves, ça, là, des vues de l'esprit. Tu sais. Je comprends. Il faut comme attenser des affaires. Moi, tout, j'ai étudié en communication, puis je sais pas quel cours j'ai manqué. C'est à côté de la plaque. Je suis pas... Mais bon.
Alright, mes petits minous, j'espère que vous avez apprécié la première partie du podcast avec Christian Page. C'est tellement intéressant qu'on en a fait pendant 3 heures. On a décidé de faire ça en 2 parties. Donc, la semaine prochaine, il va y avoir la deuxième partie où ce qu'on parle de d'autres sujets. Mais là, ça a été vraiment intéressant. Toi, mon beau-frère, comment tu as aimé la première partie avec Christian? Ben c'est ça, on a vraiment aimé l'épisode. Puis là, finalement, c'est ça, ça a été super long. Mais c'est parce qu'aussi, on parle de plusieurs sujets. Là. Vous avez vu, là, on a parlé beaucoup d'extraterrestres. Puis la semaine prochaine, on va parler des théories du complot. On va parler de plein d'autres sujets, de crimes, etc. Fait que ça fit que ça soit sur 2 épisodes. Fait que c'est ça qu'on va faire. Fait que si vous avez aimé ça, mettez un like. Puis on se revoit pour la fin de l'épisode la semaine prochaine. Puis on remercie nos commanditaires qui ont été là pour nous supporter dans l'épisode d'aujourd'hui, mon Frank. Ben oui, un gros merci à Fort Saint-Basile de s'occuper des déplacements de l'équipe de Prends un Break. Moi puis mon beau-frère, en ce moment, je me déplace en Mustang Mach-E GT, mon coco. Ça va bien, un beau petit char électrique. Aussi, un gros merci à Taizone de nourrir l'équipe de Prends un Break. Il y en a partout au Québec, fait qu'on peut toujours manger de la délicieuse bouffe confortable, mon beau-frère. 100%. Merci à Eros et compagnie de nourrir nos vies sexuelles avec le code BREAK15. Tu peux sauver 15% de rabais sur tous les produits en magasin. Shout-out à Monster, puis shout-out à Meublardé qui nous assoit dans un décor incroyable. Ben oui, avec nos nouveaux divans, puis là, ils nous ont donné des beaux coussins, là. Moi, on dirait que, tu sais, c'était notre premier podcast avec ces divans-là, puis, en tout cas, je sais pas, on s'est assis dans cet ordre-là, puis... C'est cosy, ça. Faut que tu l'essayes, là, de m'amener, là. Je sais pas, c'est pas juste moi qui va être tout seul sur le divan, mais... Ouais, c'est ça, mais... Calisse qu'on est bien dans du RD, mon coco. Moi, tout, je les aime. On dirait que quand ils ont vu les images, je savais pas si j'allais être les aimer, ces divans-là, mais là... C'est vrai que c'est difficile, sur Internet, dans un décor, ça va-tu fitter, mais je trouve que notre décor a pris une coche, puis j'ai ramené cette statuette-là. Pour fun fact, j'ai acheté ça au Mexique. Je reviens du Mexique. C'est un os de poisson qui a été sculpté. Puis il me startait ça à 150 US. T'as bargain, toi. Bargainer ça, moi j'adore bargainer. Bargainer ça à 60 US. Fait que pas si pire. Là, on a mis comme les plantes puis les petites voitures de chez Fort Saint-Basile. On l'a l'affaire. On l'a l'affaire. Ça fait un peu plus gars. Ouais, puis plus on a la pro là, pour Monsieur Page. Il est hot, Christian. Monsieur Page, ouais, il est hot. Vraiment hot. Fait que gros merci d'avoir écouté l'épisode. Puis on se revoit la semaine prochaine. Et continuez à nous encourager, ça nous fait plaisir. Puis on continue à vous sortir du contenu complètement différent semaine après semaine. Ciao, bébé.